2, 1. Bonjour à tous et bienvenue à Real Talk, l'émission où nous vous parlons du monde juridique sans langue de bois. Mon nom est Yann Martins, je serai votre hôte et l'émission que vous regardez actuellement vous est présentée par le CDA en compagnie de l'AED-UQAM. Mais je ne suis pas seul ce soir pour réaliser cet épisode que vous écoutez car je suis en compagnie de notre très cher et illustre ex-vice-président de l'AED-UQAM, Félix-Antoine Downs. Bonsoir Félix. Bonsoir Yann. Comment est-ce que ça va aujourd'hui? Ça va très bien, toi? Ça se passe bien? Oui, Oui, c'est un plaisir de te reparler ici, de te revoir ici dans cette je salle. suis très nostalgique là, Et ouais, ça me fait un petit quelque chose d'être dans mon ancien assaut là. ton ancien asso. Mais ça fait combien de temps que t'es parti? Ça fait quoi? Ça fait quelques mois Ça va faire maintenant? quelques mois là, depuis avril là. Mhm. Et est-ce que c'est la première fois que tu revenais ici depuis ce C'est la temps-là? première fois que je reviens à l'UQAM depuis mon départ, Depuis ton donc départ? Ça t'a manqué? non. OK. On va rentrer là-dedans, on va rentrer dans le pourquoi ça t'a manqué, pourquoi ça t'aurait pas manqué. On va rentrer dans plein de choses. On va apprendre à te connaître aujourd'hui. Le but, c'est de faire un deep dive dans ton histoire, de voir d'où tu viens, de voir où est-ce que tu es aujourd'hui et de voir c'est quoi le futur. Et au travers de ça, on va parler de plusieurs choses. On va parler de ta carrière en tant que juriste, ta future carrière. On va parler de ce que tu as fait avant académiquement et on va surtout parler également de course au stage. Car, comme tu sais déjà, tu faisais partie également du comité de droit des affaires. Tu étais au poste de trésorier, je crois. J'étais au poste d'événement. Événement. Oh mon Dieu, ok. Oh, wow. Je pensais que c'était Dina qui était aux événements. Non, non, Qui était à la trésorerie alors? On avait-tu je une me souviens plus. trésorerie? Je pense qu'on n'avait pas de trésorerie. On n'avait pas de trésorerie. On avait une Ah, trésorerie c'est là. ça, non, là, non, je viens de me rappeler, j'ai rajouté la trésorerie cette année Ah parce OK, que non, on n'avait pas. Antoine est dans l'AED, donc ça me permet qu'il soit trésorier de l'AED et trésorier du CD en même temps, c'est plus facile, mais je viens de me rappeler. Ok, donc tu étais au poste événement, Mmh. et justement, donc comme tu sais, notre mission, c'est un peu de promouvoir le droit des affaires à travers l'UQAM, ça vient aussi au travers de la course au stage, donc on va en discuter également aujourd'hui. Alors, Parfait. ce que je te propose, c'est de commencer par la première question. Et la première question, souvent, pour certaines personnes, elle est plus simple ou elle est plus compliquée, ça dépend des gens. Je te propose de commencer par te présenter en quelques mots. En quoi est-ce que tu te définis? Heu, Actuellement, je pourrais dire que je me définis comme étant gradué de l'UQAM en baccalauréat en droit, étudiant du barreau à temps plein et futur stagiaire chez Terrien Couture Jolicoeur en 2024. En 2024, waouh. D'ailleurs, ça devait être tout un accomplissement, ça. Bravo encore une fois. Merci. Parce que je tiens à rappeler les chiffres. Environ 15% des gens qui appliquent ont un stage. Donc, bravo, ça fait de toi quelqu'un de relativement unique. Donc, c'est très, très bien. Et si je te parlais plus généralement, qui est Félix-Antoine Downs? Je suis une personne passionnée, je suis une personne qui travaille beaucoup, qui essaie beaucoup de faire, des choses pour les gens, pour travailler dans ma communauté, travailler avec mes amis, avec mes proches. Je dirais que je suis, oui, une personne passionnée, puis je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, Terrien Couture m'a particulièrement intéressé et eux étaient intéressés par moi. Mhm. Mais on peut en discuter plus tard un peu sur les raisons du Du pourquoi. pourquoi. Mhm. C'est très intéressant et justement, si on parle de passion un peu plus, si on progresse sur ce sujet, qu'est-ce que tu dirais te passionne dans la vie en général? À part le droit À là, part le droit, non, tu oui. sais, faut pas parler juste du droit. Exactement. À peu près n'importe quoi, la cuisine, l'astronomie, les voyages, les langues, la politique, particulièrement la politique. Non, j'ai mentionné durant mon entrevue, en fait, la fameuse entrevue où ce que j'ai réussi, hem, que j'étais passionné par tout, mais maître de rien et Oh, c'est intéressant. ils ont aimé ça, donc je dois pas être si pire. Intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Être passionné, mais maître de rien. Ça veut dire que j'ai beaucoup de passion, mais que généralement ça va durer longtemps, mais je peux pas dire que je suis maître de mes intérêts, de mes champs d'intérêt. Ah, je viens de comprendre. Mmh, Est-ce que tu parles du degré d'expertise que tu atteins dans un je certain dirais ça, domaine? oui. Ok, c'est ça, ok. Peut-être que le Donc, droit, ce serait le seul domaine où ce que je pourrais dire que j'ai vraiment une expertise, puis je peux vraiment me dire que ouais, que tu en connais beaucoup, mais pour le reste, tu te tâtes et t'essayes des choses. c'est exactement ça. Alors, Félix-Antoine, tu me parlais de politique, justement. Tu me disais que c'était une de tes passions. Pourquoi? D'où est-ce que ça vient et comment est-ce que ça se développe au fur et à mesure du temps? Écoute, c'est sûr et certain que ça va développer par mon parcours académique. J'ai fait un bac en communication et politique, donc sûr et certain que ça a eu un impact minimum sur mes intérêts ou sur c'est ça, mon développement. Mais je peux te dire, la politique québécoise particulièrement, le jeu politique, mais particulièrement la communication dans le jeu politique, comment
les politiciens vont utiliser certaines stratégies de communication pour obtenir ce qu'ils veulent. Moi, particulièrement ce qu'on appelle la propagande politique ou la publicité politique. Ça, je pourrais en parler, là, mais je pense que c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui, là. Effectivement, mais c'est quand même intéressant de voir que tu as eu ce parcours avant dont on va discuter un peu plus tard. Mais donc, tu es pas quelqu'un qui a seulement nourri un intérêt toute sa vie pour le droit. Ça t'est venu par la suite, de ce que je comprends. Donc justement, en parlant de comment est-ce que tu as évolué avec le temps, maintenant tu t'es présenté, je te propose qu'on fasse un petit tour de ton parcours académique. Donc, tu as toujours étudié au Québec, de ce que je comprends bien? C'est ça. Ok, très bien. Donc, primaire, secondaire, par la suite, qu'est-ce que tu retiens un peu de ça? Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que c'est quelque chose dont tu te rappelles bien, dont tu as des bons souvenirs, ou c'était un peu plus difficile? J'ai été dans 2 écoles, ben, écoles primaires, secondaires qui étaient publiques. Je sais que puis moi, ça m'a toujours surpris quand j'étais à l'université, là, ça fait quand même longtemps que je suis à l'université, que je rencontre des gens puis ils me disent: «Ah, je viens du secondaire privé» ou «Je viens même du primaire privé» ou une affaire comme ça. J'ai fait juste du privé toute ma vie. Alors que moi, j'ai juste fait du public. Mon secondaire public était très peu axé sur l'université, sur même le cégep, je pourrais dire. C'était vraiment axé sur, faire un DEP ou faire un DEC ou trouver un emploi le plus rapidement possible. Alors que moi, je savais même au début de mon secondaire que je voulais aller faire l'université, que je voulais aller faire quelque chose à l'université. Peu importe qu'est-ce que ça pouvait être, je voulais au moins aller à l'université. Donc Donc, c'était un milieu qui était un peu plus étranger à toi, tu veux dire? Ça s'alignait pas dans tes intérêts? S Pas dans mes intérêts, puis je peux pas dire vraiment que, j'ai développé mes intérêts à partir du secondaire. C'est plus quelque chose que j'ai développé quand j'étais arrivé au cégep, puis j'ai rencontré des gens qui étaient un peu plus ouverts, puis je me sentais plus à ma place. Puis particulièrement quand je suis rentré à l'université, là, je me suis dit: «Ah, là, je suis vraiment où ce que je veux, là. Là, j'aime ça ici». C'est sûr, parce que, beh, tu allé au cégep où, par curiosité? Mais cégep Maisonneuve. Oh mon Dieu, j'habite juste à côté de Maisonneuve. OK, le truc avec Maisonneuve, ça, c'est vraiment bien, c'est que c'est quand même un grand cégep, tu as quand même Mmh. une variété de choses, une variété de personnes, mais ça veut aussi dire que tu es moins précis nécessairement dans ce que tu apprends. Toi, tu as fait quoi comme programme un petit peu? C'était sciences humaines, Ça profil individu, sans maths, à peu près classique pour les ah, gens qui sont en ah, droit. enfin, je trouve quelqu'un non, mais tu serais surpris, il y a beaucoup de gens qui sont en droit, qui ont fait un bac scientifique, mais pas un bac scientifique, mais le parcours scientifique aussi. Ben il y en a un peu moins à l'UQAM, je pense, mais il y a beaucoup de gens des autres universités, genre par exemple UDM ou McGill. J'en connais des gens, ils m'ont dit qu'ils ont fait sciences nat, je Écoute, suis comme si en fait c'est en nat, je te dirais que les gens ont autant de problèmes avec les calculs de pension alimentaire, puis les calculs de dividendes, puis, les sociétés par action. Tout le monde a ces problèmes-là. Pourtant, c'est des maths super basiques, puis en tout cas, tout le monde a des problèmes c'est ça, là-dedans. tout le monde a des problèmes avec ça, c'est peut-être, Apparemment, quand tu rentres en droit, tu sais plus calculer, là. oui, oui, tu perds toutes tes Ah, notions, la calculatrice devient étrangère. Mais c'est sûr qu'on s'éloigne un peu du monde des mathématiques. Là, quand on arrive en droit, on est beaucoup dans nos textes, mais comme, ah, ben c'est spécial, ben tant mieux. Tu as fait le parcours le plus direct vers le droit. Mais justement, c'était quoi ton projet après le cégep? Par où tu t'en allais avec ça? au cégep, en fait, je manquais de motivation vraiment. Je ma cotizette plutôt était pas vraiment, haute et je manquais vraiment de motivation. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Je suis rentré en communication et politique à l'Université de Montréal. Encore une fois, j'avais pas d'objectif véritablement à long terme. Je savais que je voulais aller à l'université, mais je savais pas qu'est-ce que je voulais faire avec mon bac universitaire. Et à partir d'à peu près de la troisième session, j'ai rencontré un professeur qui était, relationniste. OK. Et il m'a Juste par pour petite pause, qu'est-ce qu'un relationniste? relationniste, c'est un expert en relations publiques. Donc OK. relations publiques, c'est la communication que la société pas une société, une entreprise ou une organisation va faire pour le public. C'est pas de la publicité, c'est pas du marketing, c'est un entre les 2. C'est plus basé sur communication directe entre le citoyen, ben, entre la société et le citoyen. Lui expliquer, par exemple, quand il y a des changements dans la société ou encore quand c'est quoi ses positions sur tel sujet ou tel dossier ou l'environnement, des trucs comme ça. C'est pas de la publicité. L'objectif n'est pas de vendre quelque chose, ni de marketing. L'objectif, c'est d'envoyer un message, d'envoyer une idée, d'envoyer des émotions, d'envoyer, etc. C'est la relation publique. OK, d'accord, donc on partage une histoire, C'est entre ça, guillemets. OK, un peu. d'accord, très bien. Et donc ce professeur-là m'a amené sur le sujet de la relation publique et après ça, j'ai eu un peu plus de motivation. Mes notes ont commencé à augmenter facilement et j'avais comme objectif de devenir, relationniste. J'ai fait,
mon bac, à la fin de mon bac, j'ai réussi justement, par la motivation à avoir une note, suffisante pour pouvoir entrer à la maîtrise et ensuite, j'ai fait une maîtrise en relations publiques à l'Université Laval. Donc je suis déménagé à Québec et après j'ai travaillé pendant peut-être 2 ans en relations publiques, juste pour un organisme à but non lucratif qui faisait la défense des aînés et c'était beaucoup du communication avec le gouvernement, communication avec les citoyens, ben, nos membres dans ce cas-là, c'était le groupe aîné qui étaient nos membres et donc communication entre les 2 et aussi communication avec les médias, beaucoup de relations avec les médias. OK, intéressant. Et justement, comment est-ce que tout ça t'a mené au droit par la suite? Qu'est-ce qui s'est passé? Après, à un certain moment donné, je me suis dit que, je me sentais pas avancé dans ce domaine-là. Je me disais, je manquais de défis. Le day to day est vraiment différent de ce que il y a pas assez pas assez d'action, pas assez de J'ai drive. ri parce que je sentais le mot plate venir. J'ai ri parce que Ça m'intéresse. ça s'en venait. Mais le problème, c'est qu'en relations publiques, tu vas avoir une semaine où il va y avoir un gros événement, puis là, tu vas avoir demande médiatique, demande de journalistes qui vont demander des entrevues constamment, constamment. Puis là, c'est hot, là, t'as de l'action, puis tout. Puis après, le lendemain, c'est mort. Il n'y a plus rien. Puis pendant un mois, c'est mort, puis il n'y a rien. Donc, c'était le fun quand il y avait de l'action, puis c'était moins le fun quand il n'y en avait pas. Mais quand j'étais dans cette entreprise-là, dans cette organisation-là, j'ai découvert, j'ai pas découvert, mais j'ai touché un peu au droit, par mes relations gouvernementales et plus le temps passait, plus je me rendais compte que finalement, peut-être que ça me tente de revenir vers ça. J'avais toujours eu un intérêt vers le droit, j'avais toujours eu un intérêt, mais j'avais pas les notes pour entrer et finalement, j'ai décidé d'appliquer pour le bac en droit, à l'UQAM et j'ai rentré et j'ai appliqué en février 2020 et un mois plus tard, il y avait la COVID qui tombait. Donc je me disais: Peut-être que c'est une bonne chose que je retourne aux études. Je manque pas grand-chose, c'est pas là que je vais avoir une job, donc je manque pas grand-chose. La COVID est arrivée au bon moment. C'était juste au début de mon bac, donc c'était parfait pour moi en tout cas, c'était parfait. Ben oui, c'est rare que ça tombe bien pour la plupart des gens. Il y a des histoires de catastrophes, mais toi, ça t'a permis de rentrer dedans un peu plus facilement. Ça justifie un peu plus l'idée de dire: «Je vais prendre un an pour essayer le bac en droit, puis on va voir». Parce que de toute façon, le monde est un peu arrêté. Donc, c'était moins un investissement en temps. OK, d'accord, je comprends. Ça t'a un peu poussé plus vers ce domaine-là C'est ça. et finalement donc, tu es rentré au bac en droit. Est-ce que tu avais fait les entrevues? Non, les entrevues avaient pas lieu quand j'étais Oh, à OK. cause de la COVID À cause justement. de la COVID, OK. Donc j'ai reçu ma réponse en avril, puis les entrevues auraient probablement été en mars, mais ouais, la COVID. Ouais, mars, je me rappelle, on était à la maison. Je me rappelle, c'était la Non, grosse c'est ça, catastrophe, le papier toilette, laver les c'est trucs. ça. Oh mon Dieu, c'est une époque que j'ai beaucoup aimé mon expérience dans la COVID-19. Il y a beaucoup de choses bonnes qui me sont arrivées, mais en même temps, ça me rappelle des souvenirs. Au début, c'était un bordel complet. Donc, je comprends un peu le fait de se sentir un peu, d'avoir un sentiment un peu partagé par rapport à ça. Mais sinon, justement, donc, tu es arrivé, si on parle un peu plus du cégep, on sait maintenant c'est quoi ton choix de programme, ton choix de cégep, on sait comment. Est-ce qu'il y avait une raison particulière pour laquelle tu as choisi Maisonneuve? Maisonneuve, non, pas particulièrement, c'était le cégep le plus proche de chez moi. That's fair C'est enough. une raison mais pour moi, le cégep était vraiment juste un pont vers l'université, donc j'avais pas choisi particulièrement un cégep, Honnêtement, c'est vrai. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui. J'étais un de ceux qui critiquaient pourquoi le cégep existait avant d'y entrer. Mais maintenant, au cégep, je voyais le gap entre des gens qui étaient prêts pour le level que mmh, demande l'université et des gens qui étaient encore plus proches du niveau secondaire. Je trouve que clair. c'est un pont qui est quand même relativement nécessaire, d'après moi. Est-ce que ça pourrait être géré autrement? Oui, mais je pense que c'est quand même important et c'était une belle expérience, honnêtement. Donc, je comprends un peu d'où tu viens. Moi, je voulais pas aller à Maisonneuve. J'avais connu ça toute ma vie. Tous les gens que je connais là-bas, j'étais comme, non, faut que je m'en aille loin. Donc, je me suis éloigné. Mais Maisonneuve, si tu as aimé ça, tant mieux. C'est quand même c'est une bonne école. Puis je sais qu'il y a des bonnes personnes là-bas, donc, Mmh. dont le professeur que tu as pu rencontrer, qui C'est a plus pu à t'aider. l'université ça, par Ah, exemple, c'était à mais ouais, ouais, l'université. exact. Ok, donc tu étais déjà entré à l'université. Oui, oui, Ok, tu étais rentré à l'université en quoi? en communication et politique, c'est ça. OK.
Mais OK, donc tu avais un intérêt pour ça au cégep, ce qui t'a fait appliquer, mais Mmh, ça s'est encore plus ravivé, j'imagine, quand tu l'as rencontré lui, c'est ça. c'est ça? OK, d'accord. OK, donc tu as toujours eu un intérêt pour la politique, c'est pas quelque chose qui est, arrivé du jour au lendemain? C'était un intérêt, c'est sûr et certain, mais encore là, avec le diplôme en communication et politique, je me demandais beaucoup quelle carrière j'allais pouvoir faire avec ça, qu'est-ce que ça allait me donner après. Hem, je pense que c'est une préoccupation pour beaucoup de gens, peut-être pas en droit là. Mmh. En droit, généralement, on est assez clair sur qu'est-ce qu'on va faire ou qu'est-ce que les portes, quelles portes vont nous ouvrir plus tard là. Mais non, dans un diplôme comme ça qui est plus, des sciences sociales, qui est plus la théorie, on se demande plus qu'est-ce qu'on va faire après avec notre diplôme. Est-ce que ça va nous mener à une carrière? Mais oui, j'avais cette inquiétude-là. C'est pour ça que j'ai fait une maîtrise d'ailleurs, c'était pour me donner le petit edge supplémentaire qui pouvait faire dire: «Ah oui, mais cette personne-là a pas juste un bac en communication et politique, elle a aussi une maîtrise en relations publiques», donc Ça te donnait tu te disais qu'à chance égale, ben tu serais pris par rapport à un autre candidat, ce c'est ça. qui est tout à fait logique et oui, c'est vrai qu'en droit, on est souvent beaucoup plus clair, avocat ou notaire ou genre, ben, tu as d'autres carrières connexes, mais en général, tu sais que On tu as au moins une de l'entend, ces 2 avenues-là qui est c'est ouverte quand tu ça. as fini donc c'est toujours rassurant à ce niveau-là, je comprends et justement et si on parle maintenant un peu plus d'université parce que tu es un grand académicien, tu es la personne que je connais avec le plus d'études universitaires, je pense, donc dis-nous-en un peu plus. Combien de temps est-ce que tu es resté à l'université? Ben, avec le bac en droit, ça l'a fait, 7 ans d'université. Tellement de crédits, tellement de Tellement de cours, crédits. tellement de crédits, tellement d'examens, tellement de travaux, là, c'est j'en en tout cas, j'en ai fait beaucoup. Mais oui, mais je pense que mes années universitaires, puis pour y avoir quitté l'université puis d'être revenu plus tard, j'ai jamais j'ai toujours aimé le monde universitaire. C'est toujours un monde qui m'inté qui est agréable, qui est le fun. Les gens qu'on rencontre sont le fun. C'est une des raisons pourquoi je me suis impliqué particulièrement dans mon bac en droit. C'était parce que j'aime interagir avec les gens qui sont à l'université. J'aime le monde universitaire. Donc oui, 7 ans, mais ça a passé vite, Ça disons. passe vite, c'est Mmh. pas aussi long que tu qu'on pourrait penser. C'est ça. OK, ben oui, c'est vrai que ça fait 1 an et demi que je suis là, puis j'ai l'impression que je suis entré hier. Donc, c'est un peu, voilà quoi, je me questionne encore sur plusieurs choses, mais comme c'est vraiment intéressant comme expérience, effectivement. Donc, si on part un peu plus loin de l'univers ben, on reste dans l'université, mais on parle un peu plus de chiffres, par exemple. Selon toi, admettons que tu devais recommencer depuis le début. En tant que grand académicien que tu es, quel conseil tu donnerais aux gens qui souhaitent réussir à un haut niveau? Je veux dire, avoir une bonne cote Z, par exemple. C'est l'objectif de beaucoup de personnes. Quels sont les conseils que tu aurais à leur donner pour favoriser cette réussite-là? De pas focuser sur la code Z. Mais Intéressant. je sais que c'est une préoccupation pour beaucoup de monde. Puis j'ai eu la chance de justement avoir cette réflexion-là quand justement j'ai commencé mon bac en droit, puis je me suis dit: «OK, ben, j'ai fait des choses dans le passé, j'ai fait mon bac en communication politique, j'ai fait ma maîtrise. Qu'est-ce qui a fonctionné puis qu'est-ce qui a pas fonctionné? Qu'est-ce que je peux mettre de l'avant aujourd'hui? Puis qu'est-ce que je peux mettre dans mon bac en droit, puis de justement avoir une meilleure expérience universitaire?» Je les ai mis de l'avant. Je sais que si à recommencer mon bac en droit, je ferais exactement la même chose parce que j'avais déjà cette expérience-là dans le passé. Ce que je dirais pour une personne qui voudrait absolument avoir une bonne cote Z, le problème, c'est que je voudrais pas focuser sur ça, là, mais si jamais, c'est de juste bien se préparer, de juste de faire des lectures, de faire de prendre de se mettre des horaires pour les études, de bien comprendre c'est quoi les modalités des travaux, de bien comprendre c'est quoi ce que le professeur veut comme réponse d'examen. C'est des petits éléments comme ça, là, mais c'est des éléments qu'on développe avec le temps, puis c'est de l'expérience qu'on développe quand on en fait tellement d'examens, puis on fait tellement de travaux, on finit par se rendre compte que, ah, il y a un pattern derrière ça. Exactement, il y a des maths derrière ça, il y a une façon de faire. Mais malgré tout, je dirais que c'est quand tu remets un travail, quand tu fais un travail ou quand tu fais un examen, on a tendance à penser qu'on a, disons, la connaissance, qu'on comprend véritablement. Peut-être avant de remettre son travail, de juste faire un regard en arrière puis juste dire: «Est-ce que j'ai vraiment bien compris? Est-ce que mon prof, s'il devait publier ça ou s'il devait utiliser ça pour un client, est-ce qu'il l'utiliserait ou est-ce il» c'est ça. Tu vas avoir des profs qui vont être plus indulgents, tu vas en avoir qui vont être moins.
c'est quelque chose que je vois actuellement avec le barreau, où le barreau est beaucoup plus axé sur l'idée que dans un mois ou dans 2 3 mois, tu es rendu, dans un cabinet d'avocat, là, puis la job que tu vas faire, ça va être remis au client, là. Ils sont moins axés sur: «Ah oui, ça c'est correct, mais tu aurais pu faire mieux. Ah, non, c'est ça, est-ce que je peux remettre ça au client?» Si la réponse est «oui», c'est correct. Si la réponse est «non», tu recommences. C'est pas bon. Ça, c'est quelque chose qu'on manque au barreau, en tout cas. Mais oui, focussez pas sur la quotidienne. C'est pas, faites ce que vous pouvez, faites ce que vous voulez, ayez une belle expérience universitaire, impliquez-vous, faites les cours que vous voulez parce que vous voulez les faire, les cours. Faites pas les cours parce que vous pensez que vous allez avoir une bonne note. Faites c'est ça, faites les choix pour avoir une belle expérience universitaire plutôt que d'avoir c'est pour faire ce que vous voulez faire plus tard au final. C'est ça. Si ce que tu veux faire plus tard nécessite une quotidienne de feu, OK, oui peut-être. Mais encore là, il y a bien des employeurs qui vont pas beaucoup regarder la quotidienne. Puis entre une personne qui a une quotidienne de 4,1 versus une personne de 3,7, si la personne de 3,7 a un dossier qui est vraiment intéressant, puis qui se met de l'avant, puis qui a des implications intéressantes, puis qui fait des choses, qui a du vécu, la personne de 3,7 va avoir plus, un edge là, que l'autre a pas, là. Mmh. C'est ça que je dis tout le temps et je le dis dans chacune de mes interviews, je pense, mais j'ai l'impression que des fois le bac en droit transforme certaines personnes en rats de bibliothèque et c'est un vrai problème qu'ils se rendent pas compte de ce que ça donne par la suite parce que c'est quand ils se retrouvent face à un intervieweur qu'on voit que, ouais, il y a une belle code Z, mais il y a pas grand-chose à dire par la suite et ça rentre en compte également. C'est sûr qu'après, faut se développer personnellement aussi. L'université, c'est une expérience personnelle également et je trouve que c'est ça qui est vraiment cool avec l'université. On a le temps d'apprendre, puis de se développer, rencontrer des gens comme tu disais, puis c'est important d'embrasser cette phase aussi, au lieu de simplement se mettre dans les livres comme on en a sur la table en ce moment. Si tu veux vraiment 2 conseils que je donnerais pour une personne qui commence le bac en droit, la première chose, ça serait de vérifier tes options. Questionne-toi sur qu'est-ce que tu veux faire, puis c'est normal que quand tu commences ton bac, c'est normal que tu ne sais pas ce que tu veux faire. Mais regarde tes options. Regarde, par exemple, la course au stage, oui, il y a ça, mais regarde aussi les cours stages qui existent. Regarde les cours cliniques, la clinique, en droit social. Regarde, ou je pense la clinique sociale, en tout cas. Regarde, les, concours de plaidoirie. Regarde les programmes qui sont disponibles pour toi. Regarde les opportunités que tu as pour toi, puis regarde ce qui t'intéresserait. Puis questionne-toi sur: «Est-ce que ça m'intéresserait ça ou est-ce que mes objectifs sont différents?» Le deuxième conseil que je dirais, ce serait que, particulièrement pour quelqu'un qui vient du cégep là, hem, on pense des fois que les profs sont quelque chose de distant. Tu sais, c'est la on a une mentalité quand on rentre à l'université que, ah, les profs, c'est comme quand on était au primaire, au secondaire ou au cégep, les profs ont une autorité. Les profs ont cette autorité que tu peux pas leur parler, tu peux pas leur jaser parce que il y a tellement une grosse différence entre toi, l'étudiant, puis lui. Il y a des années universitaires, des années de travail. À l'université, particulièrement au bac en droit, la différence qu'il y a entre l'étudiant et le professeur, c'est une couple d'années, là. La plupart des professeurs ont des bacs en droit ou des maîtrises, mais une maîtrise, la différence n'est pas énorme. Il y en a qui sont des doctorats, là, on s'entend, mais même à ça, c'est des personnes qui sont rejoignables. C'est des personnes que tu peux parler, que tu peux jaser. Heu, grosse différence, c'est l'expérience qu'ils ont, mais au final, c'est des gens qui sont comme toi puis moi, puis jasent, là. Des fois, tu vas te rendre compte que c'est des gens qui sont vraiment intéressants, puis que tu peux leur parler, tu peux leur jaser, tu peux leur parler de tes théories, de tes inquiétudes, de tes problèmes. Ils ont tous vécu la même chose que toi. Ils ont tous été à la même place que toi, puis tu peux leur parler. Puis quand tu te rends compte que ces gens-là, sont pas différents de toi puis moi, ah là, ça t'ouvre des portes. Là, ça t'ouvre des portes parce que là, tu te rends compte: «Ah OK, là, je peux jaser avec mon prof. Je peux être ami avec mon prof». Ce que tu ferais pas, mettons, au secondaire, primaire, là. Tu sais, tu deviens pas ami avec ton prof. C'est Mais moins conseillé, non, disons c'est ça. ça. Ouais. Mais à l'université, puis ça, je m'en rends compte, beaucoup de gens au bac en droit, ils se rendent pas compte. Parle-leur, jase avec le prof. Il va te parler, il va te jaser. Ça, ce serait un conseil.
Ça, c'est merci beaucoup, c'est très important, surtout pour moi qui viens du cégep et j'ai remarqué ça, c'est vrai, on a beaucoup de profs qui sont vraiment jeunes. Ils sortent, ils ont fait leur barreau, ils travaillent un petit peu, puis ils aiment enseigner sur le côté parce que ça leur fait plaisir d'être back à l'université peut-être et surtout toi, tu es bien placé pour en parler parce que de ce que je comprends, tu étais auxiliaire d'enseignement. Mmh. À l'école, oui, j'ai stalké ton LinkedIn. Oui, 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 j'ai regardé. Donc tu as été auxiliaire d'enseignement justement et justement, parlons un peu de cette expérience. Comment est-ce que c'est arrivé? Parce que je ne sais pas comment ça se passe. Et deuxièmement, dis-nous ce que tu en as tiré. Quelle leçon t'en as tiré? Comment ça a été? Et comment est-ce que ça t'aide peut-être aujourd'hui? Donc, j'ai été contacté par, Guillaume Lapierre, qui est à un moment où ce que je l'ai que qui m'a contacté, il était professeur pour le cours de droit des affaires 1. Je pense qu'il donne plus le cours de droit des affaires 1. Je pense que maintenant il y a un professeur, attitré pour le cours, mais à l'époque, il était chargé de cours, en tout cas. Hem, donc Guillaume, est venu me voir, puis il m'a demandé si j'étais intéressé à faire la correction, puis faire, c'est ça, la correction, puis pour ses cours et j'ai dit: «Oui». Ça me tentait de faire l'expérience. Hem, Encore une fois, c'est une question de proximité. Moi, quand j'étais dans son cours, j'allais lui jaser, puis je lui ai jasé bien des affaires, puis j'ai jasé sur sa carrière, j'ai jasé et j'avais fait la première course au stage, j'étais dans son cours pendant la course et je lui parlais de mes expériences, je parlais de mes entrevues que j'avais eues, je parlais des appels que j'avais eus. S Parler au prof, jaser au prof. Mais c'est une belle expérience, sincèrement. Hem, Faire la correction, travailler pour les cours, c'est pour les professeurs, c'est le fun. Je pense que ça m'a intéressé en tout cas à un jour peut-être enseigner, mais ça va être disons que c'est un plan de carrière à long terme, là. C'est ça, Ça allait être ma prochaine question justement, tu as lu dans mes pensées. C'est vraiment intéressant et justement, moi aussi je pensais à ça justement, c'est pour ça aussi que je considérais le notariat parce que j'étais comme: «Je vais-tu peut-être avoir plus de temps pour enseigner du côté du notariat?» parce que c'est mmh, quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais bon, on va s'entendre, être prof, ça paye pas assez. Donc on va se dire les vraies affaires. So, genre, c'est ça, je veux voir s'il y a un moyen d'allier les 2 dans le futur, mais je vois que c'est quelque chose qui t'intéresse aussi. mmh. Donc ça, c'est cool et justement, petite question fun, admettons que demain, tu devais commencer à enseigner. Quel cours tu choisirais? Tu as juste un cours, lequel tu prends? C'est je suis plate là, mais obligation. J'ai en fait, tu sais, on me parlait tantôt, quand tu es rentré au bac en droit puis tout ça, j'avais déjà fait beaucoup de choses avant, puis moi, je me cherchais beaucoup, là. Je me cherchais une carrière, puis je me cherchais un futur. Quand j'ai fait le cours d'obligation avec Vincent Karim, qui est pas une opinion qui est moi, j'ai beaucoup adoré. Ouais, c'est ça, t'es un peu le mouton noir là-dessus. Moi, je l'ai jamais eu. Je l'ai ouais, moi, je l'ai eu pendant la COVID, donc c'était différent. Mais j'ai adoré le cours, j'ai adoré l'enseignement, mais particulièrement, j'ai adoré le droit des obligations. Je me rendais compte à quel point la logique du droit des obligations, particulièrement la logique du code civil en général, ça match avec moi, là. C'est une logique qui fonctionne avec moi et le droit des obligations, j'adore ça et en 4e session, j'ai eu, Vincent Caron, qui je pense qu'il donne le cours des obligations 2. Je l'ai eu, c'est la première fois qu'il enseignait à l'UQAM. Je l'ai adoré aussi. J'ai beaucoup aimé sa façon d'enseigner, sa façon particulièrement si tu veux lui parler un peu là, parle-y de droit romain. Il y a je pense qu'il y a pas de maîtrise en droit romain. En tout cas, parle-y de ça, si tu veux l'intéresser là, parle-y de ça. Mais j'aime beaucoup pour les obligations. J'aime beaucoup les obligations contractuelles. J'en parlais avec une collègue l'autre jour, mais les contrats, c'est selon moi une des formes les plus pures de droit que tu peux avoir. C'est je trouve ça moi je trouve ça vraiment intéressant. Je sais que quand j'en parle, généralement, les gens sont: pas trop intéressant», mais non, moi j'adore. Moi, je suis très d'accord avec toi parce que c'est très logique, C'est très logique, c'est mais genre, c'est comme, t'as une question, t'as une réponse. mmh, Il y a de la créativité là-dedans quand tu rentres dans le litige, puis c'est pour ça que moi, j'aime les contrats, mais j'aime le côté litigieux des contrats. J'aime ça absolument. quand on discute d'une clause et quand son application est un peu spéciale. C'est Puis là, ça, tu dois un peu l'interprétation. chercher. J'aime ça, mais j'aime beaucoup le droit des obligations. C'est hands down mon cours préféré. J'ai eu Gabriel Nobel-Tolt, qui est Mmh. un super bon C'est prof fantastique. d'obligation. J'ai pas eu Vincent, mais en deuxième, j'ai eu Vincent Caron. Donc, j'ai eu un autre Vincent. Donc, c'est ça. Mais il y a des gens qui l'aiment beaucoup, Karim. Ça dépend. C'est un avis. Moi, personnellement, je Ça considère je souffle. continue à penser que son livre des obligations est un des meilleurs livres d'obligations qu'on peut avoir. Je sais qu'il y a l'autre livre de l'auteur que je me souviens plus, là, je me sens
me sens horrible de plus me souvenir de son nom. Non, j'adore Vincent Carême pour ses explications sur les obligations et je vois encore au barreau, on utilise beaucoup le livre, de Vincent Carême juste pour des fois, juste pour avoir un petit edge. Je l'ai jamais eu, mais je sais que c'est un expert, puis je sais que c'est un homme qui est très knowledgeable. Mmh. C'est juste, voilà quoi, il divise un peu au niveau de la base étudiante, mais souvent les gens se réunissent autour de ces examens, puis ils trouvent que les examens sont fair. Mmh. Puis pour moi, au final, c'est ça le plus important. À la fin de la journée, donc, si ton examen est fair, c'est l'essentiel. Et les obliques, c'est vraiment ça. J'aime beaucoup. C'est très logique. C'est pour ça que j'aime tellement oblique. Quand je suis arrivé en pénal, j'arrivais pas du tout à appliquer la même logique. Puis ça m'a frustré. Ce cours m'a frustré au plus profond de mon âme. C'est vraiment, on va pas, c'est pas mon interview là, mais comme, ah, la logique du code civil Non, me mais manque parfois. je te comprends, je Honnêtement, te c'est comprends. comme, Mais c'est pour ça que moi, c'est le domaine qui a fait que j'ai réalisé: «Ah, je suis à ma place ici». Tu sais, veux, veux pas, tu sais, je t'en ai parlé tantôt, là, j'avais un syndrome de l'imposteur quand je suis rentré en droit, comme tout le monde, là, a un syndrome de l'imposteur. Mais mon syndrome était basé sur l'idée que à peu près toute ma vie, j'avais pas les notes pour rentrer en droit, puis soudainement, je rentre en droit parce que, ah, il utilise mes notes de ma maîtrise, puis ma maîtrise, ça a bien été, donc j'ai des bonnes notes, donc j'ai rentré en droit. Donc j'avais toujours un petit syndrome disant: «Ah ben, peut-être que s'ils m'ont refusé pendant tellement d'années, ça allait être, ça c'est parce que j'avais pas ce qu'il fallait pour être en droit ou quelque chose comme ça». Finalement, quand j'ai fait le cours d'obligation, je me suis rendu compte: «Non, non, je suis à ma place, je comprends la logique, je suis capable de l'appliquer, je suis vraiment à ma place». Fait que pour moi, c'est le cours qui m'a fait comprendre que j'avais ma place en droit, que je pouvais viser une carrière juridique et que j'aime ce que je fais. Donc, c'est sûr et certain que si j'ai la chance de faire un cours, c'est probablement celui-là. c'est ce que tu vas faire, ouais. Mais ça, c'est vraiment intéressant. Tu as parlé de quelque chose de vraiment essentiel, l'acceptation au niveau des programmes universitaires. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, que j'ai étudié un petit peu plus en rentrant en droit. C'est vraiment quand tu te retrouves de l'autre côté du rideau que tu te rends compte que c'est beaucoup moins deep que les gens pensent. Il y a d'excellents candidats qui sont refusés. Ça veut rien dire sur le caractère de la personne, même pas des fois sur ses notes. C'est peut-être simplement l'appréciation que quelqu'un a eue de ton interview ou d'une lettre, puis c'est extrêmement subjectif. Je prends ta lettre, ou je prends ton dossier, je les mets dans les mains de quelqu'un d'autre, ça se peut que tu sois dans le programme. Genre, honnêtement, puis c'est, genre, pour l'avoir fait l'année passée, pour avoir fait les interviews, tout ça, je tiens à dire aux gens qui nous écoutent actuellement, si vous voulez rentrer dans un programme et que vous n'êtes pas pris, honnêtement, abandonnez pas et continuez. En même temps, choisissez vos intérêts. C'est sûr qu'à un moment donné, si vous avez une autre opportunité ailleurs, prenez-la. Mais ne laissez pas ça vous affecter au point où vous doutez de vous-même. Surtout si vous êtes pris par la suite. Rappelez-vous que si vous êtes là, parmi tous les étudiants qui ont été refusés, c'est que vous êtes capable de faire le programme. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup chez les premières années et que je trouve dommage. Mais Dominique Bernier avait dit quelque chose de vraiment important quand on est rentré dans le programme en automne passé et on était dans la grande salle. Je vais me rappeler toute ma vie. Elle nous a dit, oubliez jamais, si vous êtes là, c'est que vous pouvez finir. Soit abandonnez pas. That's it. Ça, c'est vraiment important. Si vous êtes dans la salle, c'est que vous êtes capable. Autant que tout le monde ici de terminer le programme. Donc, lâchez pas, puis croyez en vous-même. C'est vraiment important. Elle avait dit aussi: «Le plus dur est fait». C'est J'étais vrai. là, hein, T'étais j'étais là. Oui, c'est vrai, t'étais là. Je viens de me rappeler, c'est vrai, on s'est rencontrés la première journée. Oui, je me rappelle. Oui, oui, c'est vrai. elle avait dit: «Le plus dur est fait, vous avez fait le plus dur, vous êtes rentrés en droit. Maintenant, il reste juste à vous savez que vous avez les capacités nécessaires, il faut juste le faire». Puis ouais, Très, 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 très grande dame. Je trouve dommage qu'elle doive step down de son poste bientôt, mais comme très, très grande dame. J'apprécie beaucoup Dominique Bernier. So, maintenant qu'on a mis l'université de côté un peu, on va parler un peu sur ton expérience universitaire en droit. Ben, tu nous as dit un peu déjà pourquoi tu avais choisi UCAM, ton cours préféré, on le sait aussi. Est-ce que dans ta pratique, tu penses continuer avec les obligations dans ta vie ou genre tu as d'autres intérêts que tu aimerais explorer avec le temps? j'ai hâte de voir avec mon stage. J'ai eu la chance d'être dans un cabinet qui est généraliste, donc je vais avoir l'opportunité de faire plusieurs choses, puis peut-être toucher des éléments que je pensais pas qui allaient m'intéresser, mais au final, ça m'intéresse. Mais actuellement, aujourd'hui, je vise le litige civil et commercial, je vise, le droit des affaires, particulièrement le financement d'entreprise et je vise, droit professionnel. Donc tout ce qui est déontologique, tout ce qui est particulièrement pour les syndics. Mais ça, c'est actuellement ma vision de l'étudiant qui est au barreau puis qui a juste hâte de commencer. Quand je vais être rendu dans un stage, ça se peut que ça change complètement. Ça se peut que je découvre des nouveaux intérêts. Puis ça aussi, c'est quelque chose que je peux dire. Quand vous êtes au bac, on pense qu'on
«Ah, ça va m'intéresser telle affaire, ça va m'intéresser telle affaire» ou «Je veux vraiment pas, ça m'intéresse vraiment pas telle autre affaire». Attendez d'être rendu au stage, attendez d'être rendu dans l'opportunité où ce que vous allez avoir la chance de dire: «OK, voici ceci, est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu t'aimes faire ça?» Si tu aimes pas faire ça, va pas t'en pas là-dedans, là. C'est parce que c'est majoritairement ça que tu fais. C'est je vois beaucoup de gens qui s'intéressent pas, mettons, à certains domaines, qui vont dire: «Ah non, moi, immigration, ça m'intéresse absolument pas». Pourquoi? Qu'est-ce qui t'intéresse pas? Y a-t-il une raison que ça t'intéresse pas ou c'est juste parce que tu as jamais essayé? Essaye ou regarde un petit peu, ouvre tes horizons. Ferme pas des portes avant de les ouvrir, tu sais. Mmh. Oui et justement, je pense que c'était dans l'activité c'était quelle activité? Oui, j'étais avec le ministère de la Justice, un des avocats qui nous disait: «S'il y a une chose que vous devez jamais faire dans la vie, c'est vous disqualifier vous-même avant d'avoir commencé la course». Genre, ne vous disqualifiez pas vous-même. Genre, laissez le temps faire les choses, laissez la vie faire les choses et découvrez par vous-même ce que vous aimez, ce que vous aimez pas et puis voilà, agissez accordingly après avoir fait la découverte, mais comme c'est important de s'explorer là-dedans, donc tant mieux. On verra où est-ce que le vent te porte. J'espère qu'il te portera vers un endroit où tu te sentiras heureux. Ensuite, pour continuer, je voulais te demander, ben, ça, c'est des petites questions cocasses sur ta vie universitaire. C'était qui ton professeur préféré au bac en droit? Genre, c'est le moment de prendre Heu, parti. probablement Yann Demers, hem, parce que l'individu, je l'ai adoré. Sinon, j'ai beaucoup aimé Vincent Caron, même si c'est techniquement pas un prof à l'université. Le problème, c'est que j'ai eu tellement de bons profs au baccalauréat en droit. Il faudrait bien que je mentionne aussi Guillaume Lapierre, qui a été aussi un un prof que j'ai adoré, tellement que j'ai travaillé pour lui. Oh. Donc, c'est sûr et certain que j'ai eu tellement de bons profs. Si je dis une personne, ce serait probablement Yann Demers, juste par la façon qu'il enseigne, mais Et l'individu en lui-même. C'est vraiment l'individu. cool. Mais je trouve que c'est une de nos forces à UQAM. On a quand même un corps professoral assez large, puis différents caractères, différentes méthodes d'enseignement. So, tu peux toujours trouver quelqu'un avec qui tu t'attaches bien, avec qui ça fonctionne bien. Puis en plus, comme on a le choix de déplacer notre horaire, tu peux toujours t'arranger pour tomber dans la classe que tu as un peu envie. On a beaucoup de professionnels, on a beaucoup de personnes qui ont des parcours qui sont atypiques, des gens qui ont des backgrounds différents. J'aime c'est pour ça que je te dis, j'aime discuter avec les professeurs parce que c'est le fun à découvrir, c'est qu'est-ce qui les a menés à où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, dans quel domaine ils sont aujourd'hui ou juste dans l'enseignement en général. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé à l'UQAM, puis ouais. Ça, c'est vraiment nice, ouais. C'est une de nos grandes forces, même si des fois, il y en a qui sont on s'entend un peu moins, là, j'ai quelques noms qui me viennent en tête, mais comme, au moins, la majorité d'entre eux sont de très, très bons pédagogues, puis on s'en sort vraiment bien en général. Donc ça, c'est plutôt cool et passons maintenant un peu plus technique, la jurisprudence. OK. Quelle a été la jurisprudence que tu as lue, qui t'a le plus marqué? Ben, probablement Vavilov, juste parce que littéralement, on j'ai un de mes amis qui me dit souvent: «Vavilov, il y a des ça fait c'est 2019 et il y a des gens il y a des experts dans le domaine qui comprennent pas encore exactement c'est quoi les portées de Vavilov». Donc je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué, juste parce que c'est tellement important pour le droit administratif. Mais oui, j'irais avec ça. Pour les novices qui ne se rappellent pas ou qui ont une mémoire courte, peux-tu me rappeler un peu de quoi parlait Vavilov et c'était quoi les enjeux? C'est surtout sur la question de la norme de contrôle. Vavilov était si je me souviens bien, il était un fils d'espion russe qui a demandé sa citoyenneté au Canada et a été refusé sur des critères qui étaient un peu bâclés. Bah, sur l'idée que ses parents étaient des diplomates étrangers, c'est ça. Sur l'idée que ses parents étaient des diplomates étrangers parce que c'était des espions russes et pourtant, Vavilov, la personne en elle-même était née au Canada, vécu toute sa vie au Canada à peu près et quand ses parents ont reçu eux, c'est en fait, c'était des espions, un peu, des sleeper agents. Quand ils ont reçu leur ordre, ben, le gouvernement canadien est juste allé les arrêter parce qu'ils savaient que c'était des espions, fait qu'ils ont juste Ah ouais. arrêté. C'est une histoire assez drôle, mais l'idée
de l'arrêt est pas basée sur ça, elle est basée sur la norme de contrôle, la norme de contrôle de la décision correcte ou raisonnable qui doit s'appliquer quand on révise une décision administrative. Au final, c'est pas super intéressant, c'est juste que c'était une décision qu'on entend tellement parler dans notre cours de droit administratif. J'ai eu Tony en droit administratif, c'est fou. Et j'ai fait aussi contentieux administratif avec, Yann Demers justement et c'est constamment là, tu vas en tu entends constamment parler. C'est normal, c'est très important. Même au barreau, on en parle souvent. J'ai pas eu de questions à l'examen du barreau sur la norme de contrôle, mais ça reste que c'est très intéressant, c'est très important. Mmh. Puis si vous faites droit administratif, peu importe le prof, vous allez en entendre parler à chaque cours. Chaque cours, chaque cours, chaque cours. Puis quand vous répondez à une question, 3 quarts des questions, si tu nommes Vavilov quelque part, ça se peut que tu raison. Moi, je dis comme ça, si vous savez pas quelle jurisprudence plugger, pluguez Vavilov, c'est mon petit conseil, ça va toujours bien se passer. Donc, ça c'est OK, c'est vraiment cool comme réponse. Je m'attendais pas à ça, mais c'est vraiment nice. La plupart des gens me donnent quelque chose d'un peu plus genre spectaculaire, genre Eric contre Lola ou des trucs comme ça, mais comme Ah, ça, c'est plus spécifique, mais je comprends le raisonnement derrière. je pense que c'est Yann Demers qui l'avait dit. Hem, il me disait vraiment, tu sais, vous allez vous plaindre parce que faut que vous lisiez une juriste de 125 pages pour le prochain cours. Sachez que dans son travail, lui, il va la lire, il l'a lu 100 fois, il va la lire 1000 fois. Puis il va la relire, puis il va la relire, puis il va la relire. Fait que, il y a dépendamment de quel domaine de droit vous en allez, il va avoir de la juriste que vous allez fort probablement relire une centaine de fois. Ou sinon votre code civil, vous allez le lire une centaine de fois. J'ai eu une réalisation une autre fois, particulièrement quand j'étais en train d'étudier pour le barreau, réaliser que le code civil est le livre que j'ai le plus lu de ma vie et le livre que je vais avoir le plus lu dans ma vie. Il y aura aucun autre livre dans toute ma vie que je vais lire plus que le code civil. C'est assez triste. J'avais des livres avant qui étaient mes favoris, mais maintenant, non, code civil, Code c'est civil. Ouais, c'est ça qui est drôle. Quand j'arrive en interview, on me demande: «Ah, est-ce que tu lis en ce moment? Qu'est-ce que tu lis?» Je suis comme: «D'accord, code civil», mais comme tu trouves une autre réponse, mais comme c'est le code civil, on s'entend, tout le monde le sait. Mais c'est quand même, ça fait partie de la job. Tu comprends? Là, on nous a pas menti qu'on nous a vendu le programme, hein. Beaucoup de lecture, beaucoup de compréhension de texte, beaucoup de rédaction. C'est ça. Donc, on se retrouve là-dedans même à l'université alors, au moins personne ne nous a menti. Donc, voilà. Bon, maintenant, on va rentrer dans la phase un peu plus CDA des choses. On va rentrer dans la course au stage. Est-ce qu'on est rendu là? On est rendu là, on va en parler un petit peu plus. Parce que là, c'est un processus qui arrive très bientôt d'ailleurs. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la course au stage, au cas où, c'est un processus par lequel les cabinets d'avocats, certains cabinets d'avocats, s'engagent tous à recruter des étudiants pour leur stage du barreau au sein de leur cabinet. Ça a été mis en place parce que par le passé, les cabinets, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient directement repêcher les étudiants dans les universités un peu à la volée. C'était un grand free-for-all. Il y a des gens qui se faisaient sign-up dès leur première année alors qu'ils n'avaient jamais touché un code civil de leur vie. Et ça devenait un peu problématique pour plusieurs raisons. Ainsi, plusieurs cabinets, surtout les gros joueurs de l'industrie, tels que TCJ, chez qui Félix a obtenu un stage, ou c'est ça. Ils ont tous signé, ils signent tous un contrat, une entente pour suivre une certaine procédure pour le recrutement de leurs stagiaires. Alors, c'est un processus qui est très important pour les étudiants à l'université en droit, surtout ceux qui souhaitent pratiquer en droit des affaires ou en grand cabinet, parce que c'est le processus principal, voire même presque le seul par lequel ces cabinets-là, donc dont nous sommes partenaires, recrutent leurs étudiants. Alors, Félix Antoine ici a participé au processus l'année passée, si je ne me trompe pas, et donc j'en profite pour lui poser quelques questions, on va en apprendre plus. Premièrement, j'aimerais savoir, Félix Antoine, as-tu toujours voulu faire la course au stage? La réponse est non, absolument pas. Puis je veux juste corriger sur un petit point. En fait, Terrien Couture Jolicoeur, est pas dans l'entente de la course au stage. Il y a beaucoup de cabinets qui le font pas, qui justement signent pas l'entente, mais suivent quand même le processus de la course au stage. Donc c'est le même processus, c'est les mêmes règlements, les mêmes règles, les mêmes entrevues, le même processus d'entrevue. C'est juste que pour différentes raisons, particulièrement Terrien Couture, c'est parce que, ils ont beaucoup de bureaux à l'extérieur de Montréal. Puis la course au stage est beaucoup focusée sur Montréal et Québec. Donc, c'était une des raisons pour lesquelles ils ne signent pas l'entente. Ken Lamar, la même chose, je pense. Et
sont pas signataires. Et Ken Lamar aussi a des bureaux à Montréal, Québec, mais partout au Québec. Ils en ont partout. Donc, beaucoup de cabinets qui ont des cabinets en région comme ça veulent pas signer l'entente pour différentes raisons. Mais c'est ça. Ça reste que si tu lis l'entente, tu vas avoir la majorité des cabinets qui le font. Mais même maintenant, le ministère de la Justice suit l'entente de la course au stage, même si je pense qu'ils ne sont pas signataires. Ministère de la Justice du Canada, du Québec, tu vas avoir le DPCP qui va suivre le même processus. Donc, veux pas, c'est comme un bateau que tout le monde que beaucoup de cabinets vont emprunter parce que ça existe, puis parce que on va suivre les règles du jeu, même si on ne signe pas l'entente. Merci de pouvoir apprécier. Et pour répondre à ta question, non, en fait, quand je suis rentré, puis tu sais, j'en ai parlé tantôt, quand je suis rentré, je savais pas trop ce que je voulais faire. Mais j'avais toujours entendu parler de la course au stage. J'ai eu la chance de savoir que c'était quoi la course au stage avant même que je sois rentré au bac et je savais que, ah non, les gros cabinets, ça m'intéressait pas. Ce que je voulais, c'est travailler avec d'autres personnes, avec des gens, avec des humains. Je voulais travailler avec une petite équipe. Je me suis toujours dit, ah ben, je vais travailler avec une équipe d'une dizaine de personnes, quinzaine de personnes. C'était ça mon objectif. Et au fur et à mesure, je me suis commencé à me dire: «Ah, finalement, peut-être que mes intérêts juridiques, les domaines de droit que je veux faire, peut-être que ça s'enligne plus avec justement la réalité des cabinets». Et à un moment donné, je me suis dit: «Ah, je vais faire la course, mais je vais la faire un peu, off-hand, sans trop m'attendre à rien, quoi que ce soit». Et je pense que c'est après ma deuxième session que je me suis dit: «OK, non, non, non. S'il faut que je fasse quelque chose, je vais bien le faire. Je vais le faire comme du monde. Je vais vraiment travailler fort pour avoir quelque chose. C'est pour pouvoir dire: j'ai fait la course pour de vrai, puis je vais avoir un stage». Et après, c'est juste de développer, de savoir quel cabinet tu veux faire, quel cabinet je voulais appliquer. Puis ça, c'est tout un processus, je t'avouerais. Je suis dedans en ce moment, puis je peux te dire, c'est tout un processus. Ben oui. C'est un beau processus, mais ça demande effectivement beaucoup d'investissement de temps. Mais au final, la récompense par la suite aussi est très intéressante, donc je trouve que ça en vaut la peine. Et puis, ok, donc si tu n'as pas toujours voulu faire la course au stage, j'aimerais savoir, parce que c'est quelque chose qu'on se demande en permanence. Est-ce que tu en as fait une petite, en guillemets, ou est-ce que tu en as fait une grosse? Si tu es à l'aise de nous dire le chiffre, c'est bien, mais sinon, tu peux aussi te ranger dans une des deux catégories. Quand, j'ai fait 2 courses au stage, en fond. J'ai fait une première en 2022 et j'ai fait une deuxième en 2023 cette année. Hem, donc ma course au stage de 2022 était plus classique comme on s'attend d'une course au stage. J'avais fait, peut-être 12 12 cabinets que j'avais ciblés, heu, offhand, j'étais pas trop sûr, mais il y en avait comme 3-4 qui m'intéressaient particulièrement, heu, dont Tania Couture. Heu, donc j'avais ciblé quelques cabinets qui m'intéressaient beaucoup, mais j'en avais quand même je m'étais dit: «Ben, tant qu'à faire, vu que je connais moins les autres, je vais appliquer, puis peut-être les découvrir à travers la course». Ce qui était une très mauvaise idée, en fait. Heu, c'est Oh, ok. quelque chose que je veux vraiment marteler, là. Quand tu appliques à un cabinet, si tu veux pas travailler là ou si tu es pas sûr que tu veux travailler là, applique pas. Heu, je sais qu'il y en a qui appliquent sans connaître le cabinet. J'ai vu du monde sur les groupes chat de la course qui disaient: «Ah, j'ai eu telle entrevue chez tel cabinet. Est-ce que vous avez des informations sur le cabinet?» Oh Tu mon rendu Dieu. tu rendu à l'entrevue puis tu sais pas c'est quoi le C'est cabinet, plus le temps, là. c'est plus le temps, là. Si tu veux pas appliquer, si tu pas sûr que tu vas appliquer, applique pas. C'est pour ça que la deuxième course, j'ai fait une petite course. J'avais appliqué à 4 cabinets. 4 cabinets que je savais que si je recevais une offre demain, je l'acceptais. Si je le savais que je les aimais, je leur avais parlé, j'avais rencontré les gens, j'avais eu des cafés avec, j'avais rencontré le monde, j'avais été visiter les locaux, je connaissais leur culture d'entreprise, je connaissais tout sur eux. Parce que j'avais fait beaucoup de j'avais beaucoup filtré, disons. J'avais fait beaucoup de filtres, j'avais mis des barèmes que je savais qui étaient importants pour moi et ça m'est arrivé avec mes 4 cabinets que je disais: «OK, ouais, ça c'est mes 4 que je veux, on va voir après». D'accord, ça c'est vraiment intéressant. Donc, selon toi, si je comprends bien, la meilleure stratégie serait plutôt de cibler des intérêts plus importants pour nous et d'aller vers ces cabinets-là au lieu de juste
aller at large, puis envoyer des candidatures à tout le monde. Du moins, c'est ce que j'ai fait, puis moi, ça a fonctionné comme ça. Moi, j'ai aimé ce processus-là. Il y en a qui je suis sûr, je vois des gens qui appliquent à 20 cabinets ou particulièrement à l'université de Montréal, qui vont avoir des gens qui vont appliquer à 20-25 cabinets. Tu peux pas me dire que tu connais tous ces cabinets-là, que ces 25 cabinets-là, ça t'intéresse, puis que demain, si tu recevais une offre de ces 25 cabinets-là, tu serais heureux. Je veux dire, je peux pas croire, mais en même temps, il y a des cabinets qui se ressemblent, il y en a qui partagent les mêmes valeurs, donc c'est probable de dire: «Ah ben, j'aime ce cabinet-là, probablement que j'aimerais cet autre cabinet-là qui se ressemble beaucoup». Mais après ça, ça va avec, tes valeurs, ça va avec tes intérêts puis ce que tu veux faire. Oui et aussi, beh, à ce niveau-là, je remarque aussi dans les gens que je connais, puis un peu dans les statistiques, ça fonctionne souvent mieux quand on cible. Parce que la vérité, c'est que nos lettres sont plus personnalisées, il y a plus de temps qui est mis dans ce qu'on fait, les CV sont aussi plus personnalisés et quand tu arrives en entrevue puis que tu en sais beaucoup, ben ça se voit. Surtout que à part, beh, genre si tu arrives et que tu sais pas grand-chose et qu'au final tu bloques sur les questions, tu es un peu sweaty, genre, c'est compliqué. Donc c'est le conseil que je donnerais aux gens aussi. Moi, j'essaie beaucoup de filtrer, par exemple, parce que je l'ai fait cette année, ma course au stage, j'essaie beaucoup de filtrer. Là, j'ai commencé avec 12 cabinets, mon but c'est de finir avec 5, 6 maximum là, parce que à un moment donné aussi, juste s'asseoir puis faire les lettres, ça prend du temps. Genre Ah, c'est long, puis ouais. une lettre, c'est si tu mets pas au moins 4-5 heures sur une lettre, il y a un problème, c'est qu'elle est pas assez personnalisée ta lettre. C'est un travail en soi, c'est une page que tu dois condenser ta vie et tout ton intérêt sur le cabinet, tout ce que tu peux connaître sur le cabinet, toutes les activités que tu as faites avec le cabinet, dépendamment quel cabinet tu es. C'est pas normal que tu pourrais arriver et dire: «OK, ben, je vais changer le nom du cabinet en haut, puis cette lettre-là pourrait aller à n'importe quel, OK, cabinet». ça devrait pas C'est pas pouvoir normal. se faire. Mmh. Une lettre de présentation durant la course devrait être tellement personnalisée que si tu veux refaire la lettre, il va falloir que tu recommences au complet, à peu près au complet. Là, on s'entend que la section ce que tu parles de toi-même, généralement, elle peut être utilisée, là, si on s'entend, là. C'est toi, là. Voilà, puis section où tu parles du cabinet, puis des intérêts que tu as envers eux, puis de leur Les activité, activités que tu as c'est faites, leur culture, ce qui t'intéresse dans le cabinet, quel domaine de droit tu veux faire. Généralement, c'est des éléments que tu vas être obligé de faire custom pour chaque cabinet, puis dans chaque lettre. Donc, appliquer à 12 places, ça devient difficile. Ah, il y en a probablement qui vont pouvoir le faire, probablement qui ont l'intérêt aussi pour le faire, puis qui ont le temps, mais c'est pas pour tout le monde. voilà, OK, excellent. C'est bien de promouvoir ça également et donc si on passe à la question suivante, justement, tu me parlais de lettre de motivation il y a quelques secondes, de CV, à quoi est-ce que ça devrait ressembler selon toi? Dépendamment de qui parce que moi je vais parler de mon expérience personnelle. Je suis rendu à un point dans ma vie où est-ce que j'ai assez de choses dans mon CV pour dire: «Il faut que j'en enlève parce que sinon, sinon il y en a trop». Heu, un CV, ça devrait être assez clair sur d'où tu viens puis où est-ce que tu t'en vas. Tu mets de l'avant juste tes expériences qui sont pertinentes pour l'emploi que tu veux. Ça se trouve être un emploi en droit, mets de l'avant particulièrement toutes les expériences en droit que tu as eues. Si tu as travaillé dans un cabinet ou si tu as travaillé comme auxiliaire d'enseignement ou si tu as travaillé comme, je sais pas moi, que tu as fait un stage dans un cabinet, que tu as fait un stage dans un bureau d'avocat, parfait, c'est génial. C'est toutes des expériences qui sont intéressantes à mettre. Que ce soit concis, que ce soit rapide, que avec un seul regard, ton CV, on est capable de savoir d'où tu viens puis où est-ce que tu t'en vas. Pour la lettre, puis c'est là, je pense que c'est plus, intéressant de customiser ça. Commence avec pourquoi ce cabinet-là, pourquoi tu as appliqué là. Il y a des modèles qui existent là en ligne, là, mais généralement, c'est pourquoi tu as appliqué là, qu'est-ce que tu peux me dire sur le cabinet, qu'est-ce que tu peux me dire sur toi, puis qu'est-ce qui est en lien avec le cabinet, puis qu'est-ce que tu veux faire, pourquoi tu serais un bon stagiaire pour nous. Pour 4 sections, généralement, ça se lit bien, c'est bien concis. Je dirais que, en tout cas pour moi, ce qui a fonctionné, c'est que ce que je disais dans mes lettres, c'est pas juste j'ai été voir sur leur site internet, puis j'ai recraché des informations. Ce que je leur disais sur le cabinet, c'était des expériences que j'avais eues vraiment avec eux. J'ai participé à des événements, j'ai participé à des expériences de réseautage, j'ai participé à
des simulations. J'ai parlé avec des professionnels, je pouvais leur donner leur nom, je pouvais leur donner ils pouvaient se souvenir de moi. Je m'assurais que les gens se souviennent de moi, je veux dire, de me faire connaître et quand je mettais ça dans ma lettre, quand je mettais un nom dans ma lettre, par exemple, je savais que si quelqu'un lui demandait: «Ah, tu connais-tu Félix-Antoine?» il allait dire oui. Il allait pouvoir me parler de moi. OK. Ça, c'est vraiment ça, c'est très important, puis c'est sous-estimé par certaines personnes. Parce que quelqu'un qui peut vouch pour toi à ses collègues, ça te gagne beaucoup de Ça a choses. été dans une conférence, puis ça a été donné par maître un tel, puis là, tu le mets dans ta lettre. Maître Et un tel ne ça te connaît pas. et À ils moins que s'en tu aies foutent. parlé, à moins que tu aies jasé, maître un tel ne te connaît pas, tu étais une personne dans la salle. C'est pas assez. S'il peut te connaître, s'il peut se souvenir de toi, là, tu t'en parles. C'est pour ça que je dis toujours: «Venez aux événements, venez, inscrivez-vous». Le lien se trouve sur Facebook, Ah, inscrivez-vous et le venez. comité travaille fort, là. C'est ça! Et si vous pouvez vous impliquer dans le comité aussi, prenez l'opportunité parce qu'on en rencontre énormément. Moi, je compte plus le nombre d'avocats que je connais en ce moment. Genre, honnêtement, j'en ai tellement rencontré. Puis le trois quarts d'entre eux, quand je leur vois plus tard dans des foires, des conférences, tout ça, ils me disent: «Ah, ça va Yann, comment se passe la vie?» tout ça. Et surtout aussi, un autre truc. Ça, c'est pour moi. J'ai pas encore fait la course au stage, donc je peux pas vous parler de la course, mais en termes de relations humaines et de réseautage, arrêtez de parler aux gens seulement de leur travail. Je sais pas pourquoi les gens font ça. Ils viennent devant toi, puis ils te parlent du code civil. Intéressez-vous à eux. Ils ont une vie, c'est des êtres humains. Intéressez-vous à eux. Oh, tu fais du sport? Qu'est-ce que tu faisais comme sport? Comment est-ce que ça se passait? À quel niveau tu as joué? Intéressez-vous. Moi, je me rappelle de quelqu'un qui s'est intéressé à moi, mais quelqu'un qui m'a parlé de mon métier, là, je suis comme, je sais pas pour toi, mais comme Mmh. ça vient moins me chercher. C'est sûr, certain. C'est un bon moyen de commencer une conversation, mais c'est pas comme ça que ils vont faire ils vont se souvenir de toi. Puis à un moment donné, tu vas parler de toi-même, puis quand tu vas parler de toi-même, ça va pas juste être: «Ben, je suis un étudiant en droit» ou je travaille à telle place» ou et cetera, et cetera. Il va falloir que tu parles un peu de toi. C'est là qu'on va se souvenir de toi. Mais juste pour revenir un peu sur ma course, quand j'ai décidé de faire une petite course, puis tu sais, j'avais décidé ça à la fin de ma première course. Quand j'ai fait ma première course, j'ai échoué, j'ai pas eu d'offre à la fin. J'ai fait une rétrospection, j'ai fait un retour, je me suis dit: «Est-ce que c'est ce que je veux encore? Oui, ça va? OK, bon. Qu'est-ce que je peux faire entre aujourd'hui», on est en mars 2022 et jusqu'au début de la course en février 2023, qu'est-ce que je peux faire entre ces moments-là pour dire: je me prépare pour la course»? J'ai travaillé sur mon CV, j'ai travaillé sur mes lettres. J'ai parlé avec des gens qui avaient, eux, qui avaient réussi ou encore qui avaient d'autres lettres, qui avaient d'autres expériences, qui ont fait d'autres entrevues. J'ai parlé avec des gens des cabinets, particulièrement, j'ai rencontré des cabinets, j'ai parlé avec les avocats, je me suis intéressé à le plus de cabinets possible, puis aussi, comme je dis, j'ai ciblé les cabinets que je voulais. Fait que j'ai utilisé vraiment ce temps-là pour me préparer. Il y a un concept en politique qu'on utilise. Dans le fond, c'est une campagne électorale, c'est un mois. À un certain moment donné, les gens ont commencé à se préparer un mois avant la campagne électorale, tu sais, un mois d'avance, avant le mois de la campagne. Puis là, maintenant, les gens, en fait, ah ben, pourtant qu'à se préparer un mois, pourquoi on ne se prépare pas un an d'avance? Puis après, un an est devenu 2 ans, puis 2 ans est devenu 3 ans, puis finalement, tu es rendu que c'est 4 ans d'avance. Un mandat en politique, c'est 4 ans. Donc, 4 ans d'avance, tu prépares la course. Fait que là, c'est un concept qu'on dit la campagne éternelle ou la campagne électorale permanente. Les politiciens sont tout le temps en campagne électorale parce qu'ils sont tout le temps en train de préparer la prochaine campagne électorale. C'est un, c'est un peu comme ça la course, dans le sens que si ton objectif était de réussir, ben, tu viens d'échouer la course. Si demain, si en mars 2024, tu n'as pas réussi, tu n'as pas ce que tu voulais, ça sans me donner de pression, là, je ne veux pas non plus montrer que c'est de la pression, là, mais ça commence là, là. Tu viens de finir la course, tu viens de finir, ça a été difficile. Si tu veux prendre une décision, ça commence là. Puis tu peux commencer tout de suite à travailler sur la prochaine course, en après la fin de la première, tu sais. Tu comprends? Donc, moi, c'est comme ça que j'ai vu la chose, c'est comme ça que je me suis préparé. Pour moi, ça a fonctionné. Mais je pense que le fait justement que je pouvais mettre dans mes lettres de présentation, que je pouvais parler de dire: «J'ai été à tel événement, j'ai rencontré tel avocat», je savais que je m'étais préparé d'avance. Versus la première fois, je pense que je m'étais préparé, en novembre peut-être.
ce qui était plus c'est actuellement, là, Plus compliqué, mais surtout c'était pas pire. avec 12 cabinets, c'est comme en C'est novembre, ça. ça devient un peu C'était plus compliqué. difficile de préparer, 12 lettres de présentation en 3 mois, là. C'est compliqué. Bah oui, donc préparez-vous. Ben un peu comme dans tout, hein. Dans tout, la préparation fait la différence entre les gens qui réussissent puis les gens qui failent un petit peu. Des fois, c'est pas tout à fait vrai, ça dépend. Des fois, il y a le talent qui rentre en compte aussi pour certaines personnes. Mais si vous voulez vous donner la meilleure shot de faire quelque chose, la meilleure façon de faire, c'est d'être préparé. Toujours, 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 et de prendre le temps de faire les choses. Et pas juste, tu sais, tu dis, il y a des gens qui ont pas qui sont pas préparés puis qui finissent par avoir un stage, c'est génial pour eux. Mais il va y avoir des gens aussi qui vont réussir justement comme ça sans se préparer, puis finalement ils vont se rendre compte qu'ils sont dans un environnement qui les intéresse pas. Parce qu'ils n'ont pas fait les recherches avant, parce qu'ils pensaient qu'ils voulaient quelque chose, mais finalement ils voulaient pas quand tu recherches. C'est vrai que c'est une expérience de travail particulière. C'est pas pour tout le monde. Ah, c'est vraiment pas C'est tout le c'est monde. pas vraiment pas pour tout le monde, donc Non il seulement faut c'est pas savoir. pour tout le monde, mais en plus, c'est pas fait pour tout le monde dans le sens que tu pas besoin de ça, tu pas besoin de la course pour avoir un stage après. On pense, ouais, pas on pense, mais on met beaucoup de l'avant la course au stage, puis tu sais, je veux pas non plus parler contre la course, mais il y a tellement d'autres opportunités de stage, il y a tellement d'autres façons d'obtenir son stage. Puis si ton objectif, c'est de faire du droit de la famille, c'est de faire du droit criminel, c'est de faire du droit de l'immigration, fort probablement que la course, c'est pas faite pour toi parce que Exactement! c'est justement les domaines qui Qui sont visés. sont ouais. Donc, fort probablement que tu vas pas faire la course. Donc, c'est normal de pas faire la course, puis c'est normal de décider de dire ça me tente pas de la faire la course. Mais si ça t'intéresse, ben moi, ma mentalité, c'est de dire fais-le, tu sais, fais-le comme du monde, fais-la fort, fais-la, mets les efforts nécessaires pour. Mmh. Donne-toi les moyens de tes ambitions, C'est entre ça. guillemets. Et aussi, au-delà de ce que tu as dit, je pense que c'est important aussi de ne pas se laisser définir par le résultat de la chose. C'est comme les résultats universitaires, les résultats d'admission, je veux dire. Dans le sens où c'est beaucoup, genre, et je sais que c'est cringe parce qu'ils le disent tous, mais c'est beaucoup un fit. Ils choisissent un collègue de travail, pas nécessairement le meilleur, meilleure personne à l'école, la meilleure personne, genre, ils choisissent un collègue de travail. Donc, des fois, c'est juste des affinités que vous aurez pas, puis c'est correct. Et il y a d'autres moyens. C'est sûr que moi, je trouve que c'est dommage de se priver de la chance de faire la course parce qu'on a quand même 2 shots à la faire. Moi, je dis tente-le. Au pire des cas, tu as un barreau gratuit, puis tu passes à autre chose dans ta vie après. Mais comme si vous vous rendez compte que ça fonctionne pas, c'est pas la fin du monde. Il y a plein d'autres opportunités. Vous irez chercher un stage autrement et la vie va suivre son cours. Donc, tentez-le, faites le fort, donnez-vous le moyen de vos ambitions, mais rappelez-vous que vous êtes vous et qu'au final, le résultat que vous aurez ne vous définit pas en tant que personne. Tu sais, on va parler un petit peu aussi tantôt de la raison pour laquelle j'ai choisi finalement Terrien Couture Jolicoeur, mais un des éléments, c'était que tu parlais tantôt un fit. C'est un, je ne veux pas divaguer non plus, mais c'est un fit pour nous, mais c'est un fit pour eux, mais c'est un fit aussi pour nous. Genre, le fit qu'on a avec le cabinet, puis le fit que, ah oui, ça, là, ce cabinet-là, ça fit avec mes valeurs. Juste donner une expérience que j'ai eue à ma dernière course, les mêmes valeurs que je mettais de l'avant dans un cabinet X que je nommerai pas, allaient être regardées de haut puis à être considérées comme peu intéressant pour le cabinet, versus quand j'arrivais avec à Terrien Couture Jolicoeur, ces mêmes valeurs-là étaient considérées comme importantes, puis c'était quelque chose que, ah oui, ça, c'est quelque chose qu'on aime. C'est l'engagement. Quand je parlais avec l'autre cabinet X que je n'aimerais pas, parlons pas en mal d'autres cabinets. euh, je parlais de mes valeurs sociales ou encore le fait que j'avais que je travaille pour ma société ou encore que je fais des dons de sang ou que je fais des activités sociales. C'était considéré comme ah, OK, mais est-ce que tu vas être capable de mettre ces valeurs de côté pour travailler pour nos clients? Versus quand je suis arrivé chez TCJ, ben, TCJ, c'est littéralement une de leurs valeurs, c'est l'engagement. Et quand je leur ai parlé de ces engagements-là, c'est «Ah! Wow, intéressant! Nous aussi, on a telle affaire, puis tel avocat ou tel associé, lui aussi, sur le CA de telle association, puis telle défense de tel domaine». En tout cas, ça, c'est un fit. C'est un fit autant pour eux que pour moi, que c'est un fit. De dire que j'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour que les gens m'acceptent. J'ai pas besoin de mentir sur ce que je fais. C'est moi, là. C'est mes valeurs et vous les acceptez. Vous ne dites pas: «Ah, vas-tu être capable de mettre de côté tes valeurs pour le bien de tes clients?» Ouais, non,
C'est ah OK. C'est spécial comme expérience. Mais il y en a, c'est ça dépend de chaque personne. Il y en a que ils seront très à l'aise. Par exemple, moi, mais j'ai pas peur de le dire, mais comme il y a certains cabinets, je les vois aller, que ce soit dans nos entrevues, dans nos activités, je les côtoie énormément. Puis il y en a que je vois clairement que ça rejoint pas mes valeurs, simplement, je n'applique pas. C'est aussi simple que ça. Ne perdez pas votre temps parce qu'au final, c'est du temps que vous allez mettre simplement pour soit vous faire refuser, soit vous faire accepter, mais finalement vous rendre compte que vous aimez pas être là-bas. Donc, ça ne sert pas à Puis grand c'est de chose. la job, la C'est de course. c La c course, c'est de la job, ah, c'est du temps que vous allez mettre, c'est des entrevues, oui. Puis maintenant, on a le système de la course, c'est que les premières entrevues sont en ligne, mais si vous allez en deuxième, troisième entrevue, que vous avez des soupers, que vous avez des cocktails, c'est des événements, c'est de la job, c'est du temps que vous devez investir, puis ça se trouve à être pendant à peu près la mi-session. Donc, ouais, c'est long, là. C'est long, longtemps, là. Donc, si c'est pour avoir appliqué à 12 places que vous aimez pas, alors qu'il y en avait une là-dedans qui vous intéressait, mais visez la une. c'est ça. Puis donnez-vous le moyen de vos ambitions. C'est aussi simple que ça. Donc, continuez un peu parce qu'on a une très belle conversation et on divague énormément, honnêtement, mais c'est très, très bien parce qu'on parle de sujets sérieux. Justement, je voulais que avant que tu arrives au stage, quelque chose qui a fait ta force, j'imagine, ta candidature, c'est tu as un CV long comme le bras. Genre, honnêtement, je rentrerai pas là-dedans, mais comme le monsieur ici a fait énormément de choses, donc dis-nous, parle-nous un peu des expériences de travail que tu as eues qui sont majeures et qui, tu penses, peut-être t'ont pas avantagé, mais t'ont donné une edge dans la course au stage, peut-être? Genre, qu'est-ce qui t'a démarqué des autres? Je te dirais que je peux parler de mes expériences de travail si tu veux, mais je pense que c'est surtout quand dans ton entrevue, de mettre ces expériences-là, de faire un lien entre les expériences que tu as faites, puis soit des choses que tes intervieweurs vont dire, soit des éléments dans le passé de tes intervieweurs ou juste leur travail actuellement. Juste le fait que je suis capable de parler, par exemple, dans mon entrevue, une de mes personnes qui a fait mon interview était travaillait en droit de la santé à Québec. Et il se trouve que j'ai travaillé à Québec pour les aînés. Et veux pas travailler avec les aînés, ça veut aussi travailler avec tout ce qui est le domaine de la santé et tout ce qui est les résidences privées pour aînés. Donc, quand j'en ai parlé de ça, puis quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait, mettons, pour ça, ou est-ce qu'elle connaissait telle personne, c'est des éléments que je pouvais mettre de l'avant juste pour dire, ah, regardez, j'ai une expérience intéressante, puis ça me donne une connaissance générale qui est intéressante. C'est pas nécessairement le fait que ah, j'ai travaillé pour tel organisme qui est important. C'est au final c'est que j'ai fait un lien avec le fait que j'ai travaillé avec tel organisme, puis la les expériences ou les éléments qui m'ont mentionné. Donc oui, c'est sûr, les expériences, mettons, mon expérience de travail, c'est intéressant. Particulièrement mes expériences d'implication, le fait, mettons, d'avoir été vice-président de l'association étudiante, d'avoir été dans le CDA, d'avoir été auxiliaire, d'avoir fait les entrevues. Par exemple, ça, c'est un élément qu'on m'a parlé beaucoup, les entrevues d'admission, le fait que j'ai fait 4 fois les entrevues d'admission. Ça a été quelque chose qui était intéressant parce que, ah, ça montre l'implication, ça montre, l'intérêt, je sais pas moi, l'intérêt ou ça montre, juste qui la volonté, je sais pas. Je peux pas dire toutes les raisons pour lesquelles certaines choses ont été intéressantes puis d'autres non, mais au final, c'est plus mes personnes qui ont fait mes interviews qui peuvent Qui peuvent répondre à me cette dire question-là. ça? Mmh. Mais ouais, non, ça, c'est des éléments que moi, j'ai remarqué que, ah, si je suis capable d'en faire un lien avec ce qu'il mentionne, ou ça a l'air plus intéressant. Ça fonctionne mieux. Mmh. Donc, faire le lien, c'est Mmh. le lien qui est le plus important. C'est ce que vous retirez de l'expérience de travail qui est plus important Parce qu'au final, tout le que le monde a des travail. expériences de travail différentes. Il y a des Mmh. gens qui ont des backgrounds qui sont fantastiques, puis il faut juste faire un lien avec ça, ce que tu as appris ou ce que tu as fait, tout ce que tes tâches, puis ce que le cabinet offre ou qu'est-ce que le cabinet fait, ou tu sais, c'est juste faire un lien, dans le fond. OK. Très intéressant, très, très, très intéressant et justement, si on parle un peu plus parce que depuis tout à l'heure, tu me parles de tes entrevues, puis les entrevues, c'est quelque chose, ça fait peur à beaucoup de gens. Mais si l'on parle un peu de manière cocasse, quelle est la question la plus j'ai envie de dire bizarre, mais en même temps, quelle est la question qui t'a le plus choqué quand tu l'as entendue? Quand tu arrives en interview et tu t'attendais pas du tout à l'entendre? Heu, je pense que la question, ben, c'est pas une je peux-tu tricher? C'est pas une question que quelqu'un m'a posée, c'est une question que j'ai eue devant de personnes qui ont fait les interviews, puis on se posait la question justement,
quelle est la pire, pas la pire, mais quelle est la question la plus bizarre que tu as eue? Puis c'était, quel animal tu serais si tu serais un animal? Je sais pas qu'est-ce que ça peut amener dans une interview de savoir que je veux être une panthère ou quoi que ce soit. Je sais pas. Heu, Parce que je je fais tomber mes lunettes tellement tellement c'est n'importe quoi. mais je pense qu'il y a une question, pas nécessairement qui est la plus cocasse là, mais une question que les gens s'attendent pas nécessairement, pas qu'ils s'attendent pas nécessairement, mais qui se préparent moins à cette question-là, c'est: «Est-ce que vous avez des questions?» Au final, à la fin de l'entrevue, généralement, l'intervieweur va demander: «Est-ce que vous avez des questions?» C'est très important comme question parce que si tu as pas de questions, c'est pas que c'est pas un bon signe, c'est juste Tu manques d'intérêt peut-être. c'est ça, je veux dire, pose une question, puis pour que ce soit une bonne question généralement, là, je veux dire, prépare-toi à cette question-là aussi. C'est une question importante. Je sais qu'il y a un document qui circule à travers les années où vous allez avoir toute la liste de toutes les questions qui Oh, ont été posées dans du cours please au non. stage. Ce que je pourrais te dire, c'est regardez-la 2 3 fois. Quand vous préparez à des entrevues, regardez-la, lisez. Regardez juste: «Ah, qu'est-ce que je pourrais répondre à cette question-là?» Écrivez pas des réponses, là, Voilà, ça c'est non. oh mon Mais Dieu. faites juste le regarder pour dire: «OK, Mmh. ça, c'est le genre de questions qui vont sortir». C'est généralement les mêmes questions. C'est généralement des questions sur vous. Vous allez savoir aussi quand vos intervieweurs ont lu votre CV, quand ils posent des questions qui sont basées sur vous et non sur justement, on a un script à lire, fait qu'on va le lire. C'est généralement plus le fun des entrevues comme ça. Ça me rappelle, genre, ce que tu viens de dire. Tu viens de me parler du fait de pas écrire des réponses préparées. Ça, c'est un autre truc que je vais vous dire parce que je l'entends souvent de la bouche des avocats. Mesdames et messieurs, comprenez la culture du cabinet, comprenez ce que vous recherchez, comprenez ce qu'ils recherchent, mais par pitié, si vous voulez vous pratiquer aux interviews, allez aux interviews d'entraînement que les cabinets organisent, mais ne vous soyez pas avec une feuille pour préparer vos réponses parce que ça se voit. Ça se voit très bien et en général, ça ne passe pas très bien parce qu'au final, lorsqu'on s'en rend compte, on se le tout est fake. Donc c'est un peu difficile de vous prendre au sérieux par la suite. Je dis ça comme ça. Moi, je vous dis simplement, si vous êtes capable d'être vous-même, comme Félix-Antoine le disait tout à l'heure, et qu'on vous accepte comme ça, tant mieux. Mais ne devenez pas quelqu'un d'autre parce que vous pensez que le cabinet recherche un certain modèle. Même les cabinets les plus stricts que je connaisse ne prendraient pas un candidat qui n'est pas capable de répondre candidement et de manière fluide aux questions. Préparez-vous, c'est très important, mais restez naturel et accueillez les questions comme elles viennent. Donnez des réponses qui vous ressemblent et vivez avec le résultat. Ça ne sert à rien de préparer vos interviews comme un militaire. Le résultat ne va pas être ce que vous pensez. Tu sais, la course au stage, c'est un processus de des fois 2 à 3 entrevues généralement, heu, même des fois un cocktail aussi. Un 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 recruteur m'avait dit à un moment donné, avant la course, une des raisons pour qu'on fait un gros processus comme ça, c'est de faire c'est de couper de 300 personnes jusqu'à 20 personnes qui vont être pris là, ce qui est un processus assez lourd, mais quand même requis. Hem, mais aussi une des raisons, c'est que si tu fakes la première entrevue, si il y en a qui sont bons à faker, il y en a qui sont bons à arriver puis dire des propos qui sont pas nécessairement leur vision, leurs valeurs, mais qui sont capables de juste recracher ce que l'entreprise, elle, reflète. Hem, 1re entrevue, ça va être correct. Deuxième entrevue, ça se peut que tu sois capable encore de garder, mais troisième entrevue, fort probablement que tu vas plus être capable. Puis là, c'est tes vraies valeurs qui ressortent. Puis je dirais que tant mieux au final que ça soit tes vraies valeurs qui ressortent parce que si tu veux pas être pris dans un stage de 6 mois dans une entreprise que tu es pas à l'aise, tu es pas heureux parce qu'ils ont pas les mêmes valeurs que toi. Puis tu te rends compte que: «Ah oui, mes valeurs sont pas aimées ici». Tu seras pas heureux. Tu seras pas heureux. C'est pas un stage à tout prix là encore. Si tu fites pas avec le cabinet, t'es mieux pas là. Ouais. Move on. C'est comme un couple. If you don't fit, C'est just ça. go. Force-le pas parce que tu vas pas être heureux. Exactement. Bon et l'important après, c'est d'être quand même relativement heureux parce que tu dois apprendre dans ces conditions-là tous les jours. Tu dois côtoyer ces gens-là pendant des longues journées, des fois, dans des situations stressantes. Donc, si c'est des gens avec qui tu ne partages pas un certain ground de valeur, ça va être vraiment compliqué au jour le jour de naviguer là-dedans. Alors, C'est 6 mois de c'est stage, important. puis c'est probablement ton futur premier employeur. Donc c'est tes premières années d'expérience de carrière que tu vas avoir dans ce cabinet-là, donc choisis, hein.
Et si je devais donc on a parlé déjà un peu de tes entrevues, tu m'en as parlé un petit peu. Si je voulais juste te demander, pour toi, ça a été quoi l'aspect le plus difficile à gérer durant le processus de la course au stage? L'attente. L'attente. La course, c'est un processus de 1 mois, même 2 mois en fait, quand tu commences au moment où tu envoies tes lettres, puis tu finis, tu reçois tes réponses. C'est 2 mois en tout, là, c'est de début février jusqu'à fin mars. Oui, tu as une grosse période de temps entre chaque chose, mais chaque moment aussi, chaque moment d'attente, pour moi en tout cas, était interminable. C'est très difficile de devoir attendre 1 mois, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines avant d'avoir des résultats. On le sait, on est à l'université, c'est long d'avoir ces résultats d'examen. C'est long l'attente. Euh, une de mes pires expériences à vie, probablement, a été ma première course. J'étais la journée des appels. La journée des appels en février, tu reçois tes appels pour les premières entrevues qui vont être en mars. Et je sais pas pourquoi, je pense que je m'étais dit, je vais pas attendre à la maison, je vais aller à l'université. Et j'ai commencé à marcher sur la rue, puis j'ai eu mon premier appel. Ah, ok, tant mieux, je suis content, je suis heureux. Euh, je retourne à l'université. J'arrive à l'université, je rentre dans la soirée étudiante et il y avait plein de monde. Plein de monde, puis tout le monde parlait de comment ah, j'ai été appelé par tel cabinet, tel cabinet, tel. Pendant ce temps-là, moi, j'ai mon seul appel le matin, puis je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Tout le monde parle des cabinets, puis parle de certains cabinets que moi je voulais avoir, qui ont fait leurs appels, puis là, les gens écrivent ah, les appels sont terminés. Ah, OK. Il y a des cabinets qui, eux, ben, je vais leur nommer parce que ça vaut la peine de parler des gens qui font bien les choses, là. BLG est fort là-dessus. Ils vont t'envoyer un courriel à 9 heures la journée des appels pour te dire tu l'as ou tu l'as pas. Moi, tu le sais. J'aime tellement mieux ça. J'aime tellement mieux le savoir tout de suite si je l'ai pas ou si je l'ai. Si tu l'as, ils vont te dire ils vont t'appeler plus tard. C'est correct. Je m'en fous, tu m'appelles plus tard. Je le sais, je l'ai. Hustler aussi est comme ça. Il t'appelle. Il t'envoie un message tout de suite te disant tu l'as ou tu l'as pas. Il y en a d'autres comme ça qui le font. Moi, j'adore ça. J'adore quand ils le font. Ouais, plutôt, j'adorais plutôt. Euh, mais ouais, la période d'attente, c'est vraiment, vraiment difficile. Et c'est stressant. Et la journée des appels, la journée où ce que la journée où tu reçois La les journée offres, fatidique, ouais. tu vraiment, je pense pas que j'ai dormi cette nuit-là. Je suis pas étonné. Je pense pas que j'ai dormi. La dernière fois que en fait, en tout cas, je parlerai pas de ça là, mais c'était vraiment, vraiment une mauvaise nuit et quand je me suis réveillé entre parenthèses, c'était à 9 heures les appels. Chaque minute de stress jusqu'à 9 heures là, c'est long. Puis ce qui est encore pire, c'est quand on ne reçoit pas d'appel. Parce qu'il y en a qui n'en reçoivent pas d'appel. Il y en a qui s'en vont jusqu'à la troisième entrevue puis qui n'en reçoivent pas d'appel. Puis ça, c'est difficile. Fait que moi, je te dirais que le plus difficile de la course, c'est vraiment l'attente. Puis tu sais que tu peux plus contrôler, là. Tu sais que tu plus de contrôle. Tu sais que tu plus de rien à faire là-dedans, là. Tu fais juste attendre le processus. Puis il y en a, puis il y en a qui m'ont parlé, qui m'ont dit ah, moi, j'ai été appelé à 9h20. Ça veut dire que pendant 20 minutes, tu as attendu. Puis tu avais rien. Puis tu étais stressé à mort. Puis tu peux rien faire d'autre que de juste attendre, puis désespérer. C'est long, c'est triste. Mais moi, j'ai été appelé j'ai été appelé à 9 heures pile. OK. Guillaume Lapierre qui m'a appelé d'ailleurs, il m'a appelé à 9 heures pile, puis c'était Tu content. Ça fait du c'est bien. soulage. Mmh. Mais d'attendre, c'est long. Fait que l'attente. L'attente, OK. Une bonne réponse parce que ce sentiment de se sentir un peu powerless devant une situation et de devoir attendre, c'est comme ça doit être absolument horrible. C'est horrible. Puis le processus en général est très long, donc tu as le temps d'attendre longtemps.
On va essayer de mitiger ça lorsque ce sera mon tour, mais ça va être compliqué. Donc, et justement, en parlant un peu plus de TCJ, selon toi, quelles sont les qualités ou valeurs principales qui définissent le cabinet et donc, beh, que par extension, ils recherchent chez un futur stagiaire là-bas? Pour les gens qui voudraient peut-être appliquer, chez TCJ. Ce serait facile d'arriver puis juste de dire: «Ah ben, les 4 valeurs, c'est l'engagement, la simplicité, ils sont tous sur l'audace, ils sont Sur tous le sur site le site web, ouais, internet, là». ouais, c'est ça. Ce que j'ai retrouvé, moi, ce qui m'intéressait, puis c'est la raison pour laquelle ça a été un fit pour moi, plusieurs choses. Premièrement, ça a été le fait qu'il était intéressé par les profils atypiques. C'était pas Pour eux, c'était pas un élément négatif, le fait que tu as fait un bac avant ou que tu as eu des expériences de carrière avant. Au contraire même, c'était quelque chose qui mettait de l'avant, ils mettaient de l'avant le fait que telle avocate, elle a été hygiéniste dentaire pendant 10 ans, telle personne a eu telle autre carrière avant. C'est tout des profils qui sont pas linéaires. Puis pour moi, c'est sûr et certain que ça me parlait beaucoup, juste à cause de mon background. Après ça, sans sans reprendre les valeurs qu'eux ont, mais c'était la simplicité. C'était le fait que je me disais: «Ces personnes-là, ces gens-là, je serais capable d'être ami avec eux. Je serais capable de dire: "Je vais je vais être dans cette équipe-là, puis je vais être à l'aise. Je vais être à ma place"». Je pense que le moment où ce que j'ai compris que je voulais aller chez Terrien Couture, on était, à la une journée de simulation en droit des affaires et il y avait à la table 4 avocats en droit des affaires, donc dans le même domaine, mais 4 avocats qui font 4 domaines de droit des affaires J'étais différents. dessus là, je Étais j'étais là, c'est là. ça, oui, oui, je me rappelle, oui, c'est la Et matinée ces immersive. Ouais. ces 4 avocats-là étaient de 4 places d'affaires différentes. Il y en avait une de Laval, un de, Sherbrooke, je Brossard, pense, un ouais. de Sherbrooke, puis une de Brossard, puis, un de Québec, je pense. En tout cas, Saint-Hyacinthe. Ils étaient de 4 places d'affaires différentes. Il n'y avait aucun de Montréal, mais ils étaient tous à Montréal et les 4 se parlaient comme si ils se parlaient à tous les jours. C'est tellement vrai, c'est Les vrai. 4 se parlaient comme si c'était des vieux chums qui se connaissent comme ça. «Comment vont tes enfants? Comment va ta femme? Comment va ton mari? Et qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine?» C'est: «Ah, t'as-tu été à la game finalement en fin de semaine? Tu me disais que tu voulais y aller». Le fait qu'ils soient capables d'avoir cette relation-là, alors qu'ils sont même pas dans la même place d'affaires, ils se voient pas tous les jours, là, ils se voient une fois par 2 mois, ils se voient dans des Zooms, c'est tout. Pourtant, ils ont cette relation-là. Moi, Ça c'est montre la ça qui collégialité. c'est ça. Mmh. Ça, c'est la raison qui a fait: «Ah, OK, ouais, ça j'aime ça». Waouh, j'arrive pas à croire, j'étais là, moi j'étais en première année, j'avais aucune idée de ce qui se passait, j'essayais juste de survivre et toi, tu as eu toute cette réalisation dans ta tête, je trouve ça incroyable que tu me racontes ça Ben, après, je me parce que c'est ça, j'ai vu d'autres cabinets, puis j'ai vu d'autres places d'affaires, puis j'ai vu aussi d'autres mentalités, puis c'est la seule place que je me disais: «Ah, je pense que les gens sont vraiment heureux». Sont vraiment sont vraiment heureux d'être là, puis ils sont pas forcés de faire cette présentation-là, ils sont pas forcés de faire cette conférence-là. Ça leur tentait. j'ai vraiment hâte de faire des activités avec terriens cette année aussi parce que, genre, l'année passée, on en a eu plein là, puis cette année, ils sont plus en janvier. Mais comme genre, oui, c'est une belle place à faire, puis les gens sont vraiment nice. Puis c'est le seul endroit où je me suis pas senti, parce que des fois, quand on rentre dans les cabinets, surtout pour les portes ouvertes par exemple, tu rentres avec une certaine pression. Il y a comme une petite boule au ventre, t'es comme, ok, je suis où, c'est qui ça, et il y a du jugement. Je rentrais, rien de tout ça, on m'a accueilli avec un grand sourire. On était tous là, c'était vraiment collégial, c'était vraiment nice. Donc, t'as raison. Ils travaillent beaucoup pour, justement que tu te sens à l'aise, que même les entrevues, j'étais très à l'aise. Je me suis jamais senti coincé, je me suis jamais senti qu'il y avait des pognes ou qu'ils essayaient de me coincer dans un coin. Je me sentais vraiment à l'aise, puis c'est une des grosses raisons pourquoi je suis heureux d'avoir accepté cette offre-là. Une autre anecdote là, j'étais dans un autre événement, cette fois-là, c'était un cocktail. Je pense que tu étais là aussi. Ça se peut que C'est tu étais là. très beau. J'étais là à Tu beaucoup de choses. étais là, Oh! tu étais là souvent, toi. Et c'était vers 5 heures à peu près, le cocktail et je voyais, une, une, une avocate qui sortait du qui finissait sa journée de travail puis qui était pas amenée à être présente au cocktail, elle était juste là en train de sortir. Puis elle a fait: «Ah, il y a un cocktail? Ah, je peux en venir». Puis elle a juste rentré, puis
elle s'appelle Frédéric, je la connais maintenant parce que c'est ma mentor pour la pour le barreau et c'était juste le fait que de dire: «OK», elle vient de finir sa journée de travail, puis elle dit elle est pas forcée là, elle a juste dit: «Ça me tente d'être avec mes collègues, ça me tente de jaser avec le monde, ça me tente d'être là». Puis j'ai fait: «Ah, OK». Ça, c'est peut-être que c'est quelque chose de complètement anodin, c'est juste quelque chose qui a passé. Puis j'ai jasé avec elle pendant longtemps cette cocktail-là. Puis non, ça a juste matché. Ça a juste matché que pour moi, c'était le cabinet que je recherchais. C'est dans les petites choses, c'est les petites choses qui font la C'est ça. différence. C'est bien, c'est vrai. Parce que j'étais ça que je te dis, genre, j'étais là à ces moments-là et moi, j'avais pas du tout la même expérience. C'est sûr que j'étais pas encore rendu là, mais comme maintenant que tu m'en parles en rétrospective, je suis comme: «Oh oui, c'est vrai que c'est» et je réalise des choses et c'est ça qui est important au final, c'est de prendre le temps de découvrir C'est ces ça. affaires-là, puis de se demander ce qui est vraiment important et de quoi ça a vraiment l'air dans le day to day. C'est comme ça qu'on fait de meilleurs choix donc Tu sais, on le dit tantôt, c'est un fit aussi, là. Puis c'est un fit pour eux, mais c'est aussi un fit pour toi. Tu sais, c'est pas nécessairement les mêmes cabinets qui vont fitter avec les mêmes personnes. J'ai des grands amis qui, eux, ont complètement des intérêts complètement différents pour les cabinets, puis c'est des valeurs complètement différentes. Ça reste que moi, dans leur cabinet qu'ils voudraient aller, je voudrais pas y aller. Mais autant qu'eux, ils voudraient pas aller dans mon cabinet. Puis c'est correct. Puis ça reste qu'on est amis. c'est très chill. Oui, oui, c'est comme ça. Vous recherchez différentes choses dans vos relations de travail. Et justement, maintenant que j'y pense, ça vient de me repasser par la tête parce que c'est la première fois que j'entendais ça. Tu m'as dit qu'une des questions les plus importantes, c'est est-ce que vous avez d'autres questions? Donne-moi un exemple de quelque chose de questions que tu as posées à un cabinet, par exemple. Peut-être celle que tu as demandé chez T'as rien foutu de l'écœur, justement. La question que j'ai posée, puis ils l'ont aimé, je pense, particulièrement considérant qu'ils m'ont dit que c'était la première fois que quelqu'un posait cette question-là, donc je pense que ça a été pas pire. Je leur ai demandé: «Qu'est-ce que vous pensez de la course?» Parce qu'au final, Terrien Couture, comme j'ai dit tantôt, n'est pas un signataire de la course, mais participe au processus de la course. C'est un cabinet qui est relativement jeune comparativement à d'autres cabinets. Le La fusion Terrien Couture existait depuis longtemps, puis, Oui, je me rappelle, ils ont raconté c'est l'histoire, il y ça. a eu la Jolicoeur fusion, tout Lacasse ça. existait aussi, la fusion en 2020. Le cabinet est relativement jeune, même si on est le septième plus gros cabinet au Québec. Ça reste que c'est relativement jeune pour leur pratique de la course. Et la plupart des avocats qui sont dans le cabinet n'ont pas fait la course quand ils sont rentrés dans le cabinet. Ils ont juste été embauchés. Il y en a qui l'ont fait, la course, mais dans d'autres cabinets. Il y en a qui l'ont pas fait du tout. Il y en a qui ont été refusés. Donc, c'était quoi leur vision de la course? C'était quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils pensaient de la course? Puis la réponse, encore une fois, c'est une réponse que j'ai beaucoup aimée. Encore une fois, c'est une bonne raison pourquoi c'était un fit pour moi. Ce qu'ils ont dit, c'était que la course était un mal nécessaire. C'était un passage obligé dans quelque chose qui était pas le f on sait que c'est pas le fun, on sait que c'est difficile pour tout le monde. C'est pour ça qu'on essaie de le faire pour que ça soit le plus agréable pour tout le monde. On fait on ce que le cabinet disait, c'était qu'il agissait pour que ça soit les entrevues soient le plus smooth possible, qu'il y ait pas de questions pièges, que ça soit pas fait pour te sentir mal, que tu te sentes bien quand tu sors de l'entrevue, que tu te sentes comme: «Ah, j'ai eu une conversation avec du monde qui était fun qui était le fun». Autant l'activité cocktail qu'on a eue c'était le fun, c'était une belle activité, c'était un jeu, il y avait pas l'impression d'avoir de pression ou quoi que ce soit, c'était une belle affaire. Donc c'est vraiment d'alléger le processus le plus possible pour que ça soit le fun, faire la course, même si au final, c'est pas un processus qui est le fun. Donc c'est un mal nécessaire, c'est comme ça qu'ils l'ont présenté et encore là, moi, c'est une bonne c'est une autre façon de la voir, puis ça match avec mes valeurs aussi. La course, c'est quelque chose que j'ai détesté dans le sens que j'ai détesté faire la course. Je suis content d'avoir réussi, mais j'ai détesté la faire. Quand je me suis dit: «Il faut que je la refasse une deuxième fois», c'est: «Ah non, 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 non». Mais tu as fait, puis Tu tu es vois où obligé. ça te mène. Non, c'est intéressant. Je vais travailler là-dessus aussi parce que moi, en général, j'ai réussi beaucoup d'entrevues dans ma vie. Je suis un naturel à répondre à des questions.
on the fly. Donc ça c'est toujours bien passé pour moi, mais en général, quand on me demande si j'ai des questions, je suis très général comme personne. Il faudrait que je travaille sur mon originalité là-dessus. Je suis comme ça, c'est quelque chose que je dois travailler. Mais OK, d'accord. Donc tu m'avais dit, ton expérience c'était chez J, je sais qu'elle a pas encore beaucoup commencé parce que tu es encore au barreau. Donc justement, on va se parler un peu du barreau et je voulais te demander, parce que c'est un processus qui est vraiment important pour beaucoup de gens, ça cause des émois. Je voulais savoir, comment est-ce que ça se passe pour toi jusqu'à maintenant? Moi, j'ai fait partie du premier projet de la réforme. Donc, c'est pas la il y a eu un projet avant, c'était le projet pilote. Nous, on est la première vraie cohorte, les vrais premiers qui sont forcés de faire le nouveau programme. Maintenant, plutôt que de commencer en août ou en septembre, on commence en mai. En début mai, tu reçois, pas en début mai, en fin mai, en fait, tu reçois tes livres de la collection, tes 12 livres horribles, hem, que tu dois ramener à la maison d'ailleurs. C'est un autre défi, les ramener à la maison. Hem, Payer pour le frais de livraison, ça vaut la peine. Heu Tu dois, il y avait 2 journées d'activité et ensuite tu as 75 jours à peu près là, je calcule, rapidement là, 75 jours pour te préparer à 2 examens de droit appliqué qui ont lieu en août. Tu es tout seul, il y a pas de cours. Tu es en tu des formations que tu peux écouter quand tu veux, où tu veux, le nombre de fois que tu veux. Tu es laissé à toi-même. C'est très important, puis ça je vais jamais le dire assez là. Pas préparez-vous, mais faites-vous un plan d'études. C'est ce que beaucoup de gens ont fait au début. Puis d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose que le barreau nous encourage de faire un plan d'études. Moi, au début, j'avais fait un plan qui disait, chaque semaine j'avais 10 semaines entre mon le début du barreau puis les examens. Je m'étais dit: un sujet par semaine». On a 10 sujets plus procédure. Donc, un sujet par semaine. Au final, j'ai pas suivi ça. J'ai été vers à la fin, il me restait un mois complet de révision où alors que j'avais fini tous les sujets avant. Fait que j'ai eu le temps de réviser beaucoup les sujets avant les examens. Puis aussi, je me suis pratiqué, faire les exercices. Faites beaucoup les exercices, faites beaucoup regardez moins les vidéos, concentrez-vous sur les exercices. C'est vraiment important. Après ça, nous, c'était le 8 et le 10 août. On avait 2 examens. 2 examens de 5 heures chaque. Un premier examen, c'était la moitié des sujets, dans le fond, par examen. Fait que les 2 examens ont des questions de procédure, mais le premier examen est, obligation, responsabilité civile, famille, personne et c'était quoi le dernier? Ah, preuve, une preuve. Et le 2e examen plutôt admin, affaires, travail, pénal, puis hypothèque. Donc c'est 2 gros examens, 2 examens difficiles de 5 heures chaque. C'est long, difficile, mais ça se fait. Le taux de réussite était quand même de 73-75 là, pour ces 2 examens-là. Après ça, on n'a pas de pause. Après ça, le lundi suivant, on commence les cours. Là, il y a des vrais cours. C'est des cours en théorie de la cause. Théorie de la cause, c'est rédaction, dans le fond. Tu vas apprendre à faire une demande d'introductive d'instance, tu vas apprendre à faire une mise en demeure, tu vas apprendre à faire des contrats, de la rédaction, de la rédaction simple. Il y a aussi beaucoup de preuves, beaucoup de théorie de la preuve, comment déposer des actes de procédure, des affaires comme ça, là. Tu sais, ouais, c'est ça, plus de l'écriture. Après ces 2 semaines de cours-là, tu as un examen de 5 heures encore une fois, en théorie de la cause. Après ça, lundi suivant, tu tu commences les cours en éthique et déontologie. Éthique et déontologie, c'est déontologie des avocats, bien sûr. Donc le code de déontologie des avocats, la loi sur, je sais plus comment ça s'appelle, là, la loi sur les services et machin chouette là, c'est sur, les pratiques de l'avocat.
tu vas apprendre à savoir c'est quoi un conflit d'intérêt, tu vas apprendre à savoir c'est quoi qu'est-ce qui est dans le silence, qu'est-ce qui est dans l'obligation, les obligations de l'avocat. C'est intéressant, mais c'est beaucoup du comment être un bon avocat, au final. 2 semaines de ça, ensuite un examen de 5 heures, encore une fois. Mais pourquoi ils sont aussi longs? Il y a un pattern, hein. Un examen de 5 heures et ensuite fini. Tu fini. Ça, c'est le Merde. Juste une vas-y, vas-y. expérience, pourquoi est-ce qu'ils sont aussi loin? C'est-tu vraiment nécessaire? Ah oui. Ok. Ok, ça, je savais Oui, pas oui, à oui. ce point-là. J'ai je suis parti de un ou 2 examens un petit peu plus tôt, mais comme une demi-heure plus tôt, là, et le 2e examen de droit appliqué, j'ai fait les 5 heures complets et il y avait bien du monde qui avait pas fini. Puis quand c'est fini, là. Non, tu pas de temps supplémentaire. Tu déposes ton crayon, puis si tu déposes pas ton crayon, c'est échec. Ouais, c'est échec automatique. Ouais, non, c'est très long, c'est très difficile. L'examen d'éthique et déontologie, je pense qu'elle a un taux de passage de 50. Fait qu'il y a beaucoup de gens que c'est là qui ont pogné qui ont pogné leur mur. Mais c'est un long processus. Ça, c'est le cheminement A, je dois le mentionner, c'est le cheminement A. Il y a tu peux aussi choisir de, mettons, commencer en août, tu peux aussi commencer en octobre, puis en novembre plutôt, puis tu peux commencer aussi en janvier, dépendamment de quand est-ce que tu finis ton bac, ou juste, mettons, si tu vas avoir une vraie été, là, ça, c'est aussi une possibilité. Donc ça, c'est pour les examens. Ensuite, tu reçois tes résultats en septembre. Tu vas recevoir au début tes examens de droit appliqué et ensuite tes examens de théorie de la cause et déontologie. J'ai passé tous mes examens, fait que youpi, Bravo! merci. Hem et ensuite, en octobre, début octobre, tu commences la clinique, juridique. La clinique juridique, c'est 3 mois, c'est 2 mois et demi, en fait. On a de octobre jusqu'à fin décembre, disons 3 mois. Hem, c'est rencontrer d'avoir des vrais clients, d'avoir des vrais dossiers. C'est tout un processus en lui-même. Tu as aussi des cliniques techniques là-dedans, des cliniques techniques en rédaction, en droit des affaires ou en droit civil. Tu as aussi des cliniques en représentation, en responsabilité civile ou en droit pénal, je pense. Et tu as aussi des cliniques de négociation en droit du travail. C'est tout un gros processus encore. C'est moins de temps, je te dirais. Là, j'ai plus de temps pour moi-même actuellement. J'ai moins d'études. C'est quand même du travail. C'est quand même du travail, c'est quand même stressant, mais c'est le fun de rencontrer des vrais clients. C'est le fun d'avoir des vrais dossiers. C'est le fun de faire de dire: «Je fais un avis juridique», puis ça s'en va pas dans le néant, là. Ça s'en va vraiment à quelqu'un, là, que ça va aider quelqu'un. C'est le fun. C'est le fun, ok, tant mieux. C'est sûr que ça cause des plaintes pour certaines personnes parce que c'est pas payé, là, je vais pas te mentir. C'est difficile pour certaines personnes, c'est une pilule qui est difficile à avaler pour certaines personnes, mais je comprends le côté pratique de la chose, je comprends son utilité. Je pense que ça nous fera quand même du bien d'entrer avec cette expérience plus pratique avant même le stage, de manière à pouvoir, quand tu rentres, tu es déjà un peu plus professionnel que tu aurais été. C'est ça au final, je fais des erreurs actuellement que je me dis: «Si je les ai faites là, mes erreurs. Je les ai pas faites au stage». Je pense que c'est mieux de les avoir faites maintenant que de les avoir faites plus tard. Heu, Juste des affaires de rédaction, tu te rends compte que, ah ben, finalement, comme je te disais tantôt, à l'université, on a tendance à dire: «Ah ben, le travail universitaire, bon, c'est juste correct». Tu sais, il est correct, mais c'est ça. Mais là-bas, c'est: «Ah ouais, ben, est-ce que tu remets ça au client?» Comme ça, là. Puis si je te donne le OK, parce que quand ton superviseur te dit: «Je te donne le OK», c'est qu'il met sa responsabilité professionnelle sur ça. Donc si ce que tu as dit, c'était pas vrai, ou s'il y avait des éléments que tu as dit qui étaient pas bons, c'est sa responsabilité professionnelle qui est en jeu. Donc quand il te donne le OK, tu sais que c'est OK. C'est bon, là. Donc ouais, pas de faute de français, bien sûr, là. La calligraphie, pas une calligraphie, mais plutôt une mise en forme qui est adéquate, une vulgarisation qui est bonne parce que tu vas pas recommencer à shooter des articles du code ou de la doctrine, là. Tu vulgarises ça. Tu l'expliques pour quelqu'un qui ne connaît pas le droit. C'est intéressant. C'est le fun d'avoir ces expériences-là avant
qu'on rentre dans le stage et mais ouais, ça aurait pu être fait différemment. Ça aurait pu être différent. Mais je pense que ce sera amélioré avec le temps de toute façon, C'est c'est comme c'est la tout. première année, C'est ça. Ils on va prendront donner les un peu de lecture. commentaires et puis ils avanceront par la suite, mais comme c'est ça, c'est à cause des plaintes, mais c'est toujours important d'avoir une perspective positive par rapport à la chose. Je vois que tu le vis bien, je vois que ça se passe bien. Tu tires un peu vers la fin, tu as passé la moitié, donc bientôt maître. Donc Eh beh, après ça, en janvier, on a le stage qui OK, commence. on a le stage qui commence, puis Donc c'est la fin du stage. T'es assermenté. Donc, j'ai hâte de voir ça ça. s'en vient, J'ai hâte de ça s'en vient. pouvoir dire maître Downs. Ça va être très intéressant. Ça doit être quand même. Faut se rendre compte, t'es quand même rendu là. Genre, Mmh. ça va vite quand même. Ça va vite, ça va vite. Ça va vite, ça va vite, c'est ça, ça s'en vient Ça s'en vient. Hmm, dans quelques mois. tant mieux. Vis-le. Amuse-toi, man. Ben, amuse-toi. Genre, vis-le à 100% parce que je pense que ça doit être quelque chose de. Genre, une Mmh. fois que t'as commencé, ça se revit plus. Tu Ben, c'est ça. comprends? Donc, Ben, c'est ce que je vais dire aussi aux gens, là. Je veux dire, profitez de votre moment où ce que vous êtes au bac en droit, profitez du moment où ce que vous êtes c'est des belles années aussi, là, c'est des belles années. Vous allez les gens que vous rencontrez aujourd'hui, ça va être vos collègues de l'avenir, là. C'est les gens avec qui vous allez travailler. Je rencontre des gens au barreau actuellement, puis je me dis: «Ça, c'est mes collègues, là, c'est mes collègues de travail. Je vais les rencontrer peut-être sur le banc adverse, peut-être, mais je vais les rencontrer plus tard, là. C'est mes collègues de travail». C'est puis c'est le fun aussi au barreau, c'est que tu rencontres des gens qui sont pas juste de l'UQAM, tu sais? J'adore les gens de l'UQAM, là, on s'entend. Mais c'est le fun aussi de rencontrer des gens de l'Université de Montréal, ils ont une perspective différente. Les gens de McGill aussi, une perspective complètement différente. C'est le fun de rencontrer d'autres personnes. et d'avoir cette expérience de ben, plus interuniversitaire parce que sinon en général on est un peu dans notre bulle C'est surtout sûr, si on fait pas grand chose fait pas de concours pas de trucs tout ça c'est ça. c'est bien c'est quand même À part les love games, mais c'est ouais ça. les log games ça moi je préfère en jeu du droit et cette année justement les log games nous on les fait pas ici je sais pas si tu Ouais, sais mais non, genre on les fait je pense pas que c'était Saskatchewan, Saskatchewan, ouais, quelque chose comme c'est ça. voilà quoi. Le comité organisationnel connaît mon avis sur le choix qui a été fait, mais on ira. Ben, il y a plus de gens justement qui vont aller en jeu du droit cette année à cause de ça, donc Ah, OK. je suis content parce que moi j'y tiens. En jeu du droit, c'est mon petit concours, j'aime bien. Mais comme ouais, ça donne l'opportunité de faire d'autres choses puis de découvrir d'autres horizons. Donc ça c'est bien. Donc ok. Si on devait parler de bon, on va pas trop rentrer parce que tu m'en as déjà beaucoup dit. T'as cette capacité? Je te pose une question, tu y réponds à 5 questions. OK, donc on avance. Quand on parle de si je te dis c'est une question relativement simple. Qu'est-ce qui a été le plus difficile jusqu'à maintenant à gérer au niveau du barreau et qu'est-ce qui a été le plus simple pour toi? Le plus difficile, véritablement, ça a été je dirais la solitude, ouais, la solitude de passer 2 mois. Tu sais, c'est un peu une pandémie 2.0, un peu l'idée. Quand je te dis que tu as 75 jours, tu as 75 jours, fin de semaine comprise, là, c'est 75 jours. Je suis un peu névrosé, là. J'ai tendance à quand je vais étudier, puis particulièrement pour les examens du barreau, je voulais pas les refaire, là. Je voulais les faire comme du monde, une fois, puis après ça, je m'en débarrasse à vie. C'est ce que je voulais faire. Donc, je me suis pas laissé beaucoup de temps de pause dans ces 75 jours-là. C'est 75 jours intensifs et ça veut dire aussi que tu rencontres pas beaucoup de monde. Tu restes dans ta bulle, tu restes dans ton milieu, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Moi, je me levais à 8 heures le matin, je me levais à 7 heures le matin, je commençais à étudier à 8 heures, je finissais à 5 heures. C'était mon rythme que je faisais pour avoir une santé mentale un peu, un peu mais c'est ça, au final, c'était le fait que un moment donné, je me sentais seul, là, je me sentais je manquais d'interaction. C'est pour ça que je m'étais fait aussi des groupes d'études. J'avais des amis avec qui j'allais les voir une fois par semaine pour justement étudier, parce qu'on ne se rencontrait pas pour aller Pour prendre aller un verre, manger on un se verre, rencontrait ouais. pour aller étudier encore. Le temps que tu étudiais pas, tu dormais, C'est j'imagine. ça. Donc, ouais. Donc ça, je pense que c'est un des aspects. Comparativement au barreau avant, où tu avais t'avais des cours, tu avais des semaines de cours, puis tout ça, je pense que tu avais plus de fin de semaine après, puis tu pouvais plus faire quelque chose. Tu sais, en même temps, c'est le barreau, là. Ça a toujours été difficile, puis ça va toujours l'être. Mais au moins, tu rencontrais des gens, tu allais à l'université, tu allais au barreau, tu rencontrais les gens. Là, actuellement, je m'en vais au barreau à peu près tous les jours. Je parle avec mes amis, je suis heureux, j'ai de l'interaction, même si on a des cours, même si on a des travaux à faire. J'aime ça, je parle avec le monde. D'être tout seul chez soi, c'est long. C'est long. Puis ce qui est le plus facile, je peux pas te dire ce qui est le plus facile. Hem, je te dirais que autant je viens de te dire que
c'était difficile d'être seul. Autant, je pense que la pandémie a été un élément, mais aussi, comme mes expériences antérieures ont fait que je suis capable quand même de me créer une routine. Je suis capable de me minder à faire justement, étudier par moi-même. Il y en a qui ont beaucoup de difficultés à étudier par soi-même pour différentes raisons. Moi, ça va. Je suis capable d'étudier par moi-même. Je suis capable de me dire: «Je vais étudier», puis C'est ça que je fais. me set à étudier. Fait que ça, comparativement à d'autres, je pense que j'ai eu de la facilité là-dedans. OK, excellent et justement, ben, à ce niveau-là, c'est important. J'ai vu aussi que tu courais énormément durant cette période, ben, tu le fais toujours encore. C'est-tu quelque chose qui t'a aidé à un peu extérioriser le sport? Les activités sportives, c'est sûr et certain que c'est super important. Courir, faire la natation, faire du vélo. Tu sais, c'est l'été, là. C'est aussi c'est ça, là, le barreau maintenant, c'est l'été, donc c'est une période que tu veux sortir, que tu veux sortir dehors. Tu vas avoir de la lumière, tu vas avoir du soleil. Faire des activités physiques, c'est vraiment important, là. C'est vraiment, vraiment important pour se garder une bonne santé mentale. Et pour continuer un petit peu sur ce sujet et après on va clore au niveau du barreau, heu, quelles ressources est-ce que TCJ a mis à ta disposition pour t'aider et pour faciliter le tout? Dans le fond, on a eu, assez rapidement une mentor qui était là pour, oui, nous répondre à des questions en droit, mais je veux dire, l'objectif n'était pas tant de nous aider en droit, parce on a quand même, des ressources du barreau pour ça. L'objectif, c'était justement de pouvoir parler avec quelqu'un. Parler avec quelqu'un qui est actuellement avocate ou avocat, mais surtout une personne qui a passé par là, qui a c'est le fun de parler avec quelqu'un qu'on sait qui ont vécu ça. Je fais un parallèle qui est peut-être pas nécessairement le meilleur là, mais tu sais, on dit généralement les gens qui partagent un trauma vont généralement avoir quelque chose là, mais je pense que le barreau, c'est quelque chose que si seulement les gens qui ont fait le barreau, ça va être des avocats, des avocats qui l'ont fait à l'époque ou juste des étudiants en droit actuellement qui peuvent comprendre ce qu'on vit actuellement. Fait que d'avoir accès à cette personne-là, juste pour jaser, ça m'a aidé beaucoup. Et ils nous ont aussi fait des activités, ils nous ont fait aussi ils nous ont envoyé des care packages pour, pour nous préparer aux examens, pour, juste avoir un petit quelque chose pour passer à travers les moments. Fait que ouais, c'était le fun. C'était intéressant, définitivement et justement, si maintenant qu'on a parlé de TCJ, justement, tu m'as ouvert une autre question. Au niveau du barreau, est-ce qu'il y avait d'autres ressources que, genre, par exemple, vos formations et tout ça, pour vous aider lorsque vous aviez une question? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, justement, cette solitude, ils ont peur de ne pas avoir accès à peut-être un professeur ou un expert pour pouvoir les aider. Est-ce que toi, comment est-ce que tu as géré ça et comment est-ce que ça s'est passé? C'était très difficile d'avoir accès justement à un professeur. On a le droit à puis je dis bien on a le droit à une séance de questions par domaine qui est à peu près à la moitié du cheminement et cette séance-là, il faut que tu aies tes questions d'avance, puis c'est tout. C'est les seuls moments où est-ce que tu vas avoir accès à des professeurs qui vont répondre à des questions. Il y a aussi des rencontres qui sont peut-être mensuelles à peu près, moins que ça, peut-être bi-hebdomadaires avec un responsable du barreau qui, lui, est juste là pour être assigné à notre groupe. Mais c'est littéralement écrit dans ses consignes qu'il ne doit pas répondre à des questions de droit. Donc et lui, parce que notre responsable, il disait: Je sais pas quoi vous dire, je peux pas répondre à une question de droit». C'est un avocat pourtant. Je peux pas répondre à une question de droit, fait que je me demande qu'est-ce que je fais ici? Au final, les questions que vous avez, c'est majoritairement des questions de droit, donc ouais. C'était difficile, je sais que puis moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont entraidés durant cette période-là. Autant l'UQAM, on est reconnu pour ça, on s'entraide et on a continué à s'entraider, même malgré le barreau. On a continué à se tenir serré, à se partager des informations, des groupes Facebook qui ont été faits pour justement dire: «OK, ben, on va se partager des informations, on va s'entraider, on va se j'ai une question pour telle affaire, telle affaire». Il y a des groupes Facebook qui vont se créer. Les gens s'entraident entre eux. C'est vraiment important et je suis content de voir que ça continue jusqu'au barreau parce que c'est un des trucs qui est vraiment pour moi important à l'UQAM, c'est le fait qu'on est tellement il y a des gens qui me passent en note de cours quand je suis pas là et rien que ça, c'est extrêmement simple pourtant, mais j'apprends que dans d'autres universités, c'est pas le cas et je trouve ça particulièrement
dommage, mais je suis content de voir que Lucas m'en est différent puis qu'on se tient différemment, même rendu au niveau du barreau. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bon à savoir. Et donc, pour closer un peu le tout, j'aimerais savoir, admettons que tu devais tout recommencer à zéro. Là, je te parle ici du bac, je te parle ici du barreau, je te parle de la course au stage, je te parle de tout ce que tu as fait qui est relatif au droit. Quel, s'il y avait un seul conseil que tu peux te donner à toi-même, à une plus jeune version de toi-même, qu'est-ce que ça serait? Justement, ça serait de savoir qu'est-ce que je veux faire. Qu'est-ce que de me questionner à le plus rapidement possible sur justement qu'est-ce que je veux faire, puis où est-ce que je veux m'en aller, puis qu'est-ce qui sont mes valeurs que je veux mettre de l'avant pour où je veux aller faire, où je veux aller travailler. J'aurais probablement fait les choses différemment si je m'étais fait cette rétrospection-là avant, juste pour savoir où est-ce que je m'en allais, où est-ce que je veux. Je suis très heureux de ce que je suis actuellement, puis je suis très heureux de ce que j'ai abouti. Au final, peut-être que je ne changerais rien justement pour revenir à la même place que je suis actuellement, mais je suis juste de savoir qu'est-ce que je voulais faire. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Puis c'est ce que je pose, c'est ce que je dirais aussi aux gens de se demander qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez vraiment faire la course? Puis c'est correct si la réponse est non. C'est correct si la réponse est oui aussi. Vous avez le droit les deux sont corrects. Euh, vous êtes à l'UQAM, vous pouvez faire ce que vous voulez. Dites que personne ne vous dise que parce que vous êtes à l'UQAM, vous ne pouvez pas. Heu, Ce que vous voulez faire, le domaine de droit que vous voulez faire, le domaine, au final, c'est peu import c'est pas très important. Au final, ce qui est important, c'est ce que vous voulez faire. Ce qui est pas important, c'est ce que d'où vous venez. Ça, au final, quand vous êtes rendu sur le milieu du travail, les gens s'en foutent, là. Vous êtes tous des avocats ou des avocates, vous venez tous de la même place. Fait que faites ce que vous voulez faire, vraiment. Ne vous, ben, comme on disait tout à l'heure, ne vous disqualifiez pas C'est vous-même ça, avant exactement. d'avoir commencé. Gardez en tête que tout est possible. Donc, OK, à quoi est-ce que ça ressemble la suite pour toi? C'est quoi tes projets à long terme? Finir le barreau, on dirait. Finir le barreau, commencer mon stage, j'ai hâte de commencer. Je reçois des courriels dans les je reçois des courriels constamment là, puis je me dis: «J'ai juste hâte de commencer puis d'être rendu là, puis devenir avocat, puis on va voir après ça». On va voir après ça. C'est bien de, tu vois, de pas se mettre trop la pression parce qu'il y en a, je sais, qui se mettent la pression sur des plans 5 ans, 10 ans. C'est bien de se dire que, hey, je vais y aller pas à pas. Moi, c'est ma On commence par philosophie étapes, aussi. là, c'est ça. C'est On ça. commence par devenir avocat, puis après on va Après, on savoir. va voir le reste. C'est ça que je dis souvent parce qu'il y a tellement de gens qui voient les défis dans la vie comme une énorme montagne. Au lieu de juste genre, regarde où est le prochain pas, tu vois. Des fois, j'ai des journées qui sont vraiment difficiles avec, bon, les gens connaissent un petit peu, là, avec toutes les implications, l'école, tout ça. Et des fois, les journées sont interminables. Je me dis juste, écoute, si je peux arriver à mon lit ce soir, ça va être good, puis on verra pour demain. Non, mais c'est vrai, puis ça me réconforte, puis je m'en sors souvent comme ça. Je me dis, Yann, make it to bed, arrive au lit, puis le reste, on verra. Puis je suis content de voir que ça se passe bien de ton côté. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'était pas parlé. Je suis content de voir que tu es heureux parce que chaque fois que tu parles de ton stage puis de TCJ, tu as un grand sourire. Donc, ça, c'est ce que j'aime voir. Parce qu'il y en a, j'entends souvent des histoires catastrophiques avec la course au stage. J'entends des gens qui ont des situations difficiles. Je suis content de voir que toi, malgré que c'est un parcours qui est complexe, tu t'en sors et que tu es heureux de ce que tu fais et tu es heureux de où tu t'en vas. C'est l'essentiel pour moi et ça me fait très chaud au cœur et je suis sûr que les gens à la maison s'en rendent compte également. Donc voilà, je veux juste te demander, as-tu un mot de la fin pour nos téléspectateurs? Continuez votre beau travail. Comme, maître Bernier disait, si en tout cas, si vous êtes rendu en droit, vous avez fait le plus difficile. Si vous êtes pas encore rendu en droit, ben, c'est un moment difficile à passer, mais vous allez y arriver. Je suis un exemple là-dedans. J'ai pas commencé en droit, puis je me suis je suis finalement arrivé. Puis si vous êtes en droit, ben, c'est ça, le plus difficile est fait, continuez. Il reste juste à arriver à la fin. Puis après, vous faites ce que vous voulez. Est-ce que vous décidez qu'est-ce que vous voulez faire. Il me reste juste à te remercier, Félix-Antoine, d'avoir été des nôtres. Ce fut une interview beaucoup plus longue que celle qui a été prévue à la base. Vous savez que la plupart de nos épisodes durent entre 45 minutes et 1 heure, mais aujourd'hui, la conversation a été extrêmement fructueuse. Il y avait beaucoup de contenu, donc j'espère que vous avez apprécié à la maison. Merci, Félix-Antoine, d'avoir pris le temps de t'asseoir avec nous aujourd'hui. Le calendrier est chargé, on le sait, il y a beaucoup de choses à faire, mais merci quand même d'avoir pris le temps. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont apprécier et qui vont pouvoir porter ces conseils que tu nous as donnés, cet apprentissage à cœur pour le futur.
Alors encore une fois, merci. Ben, merci Merci, beaucoup à toi. merci. Merci à nos téléspectateurs aussi. Si vous voulez continuer à suivre nos aventures, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur YouTube et également sur Facebook. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin des gens autour de vous. Continuez de travailler fort et continuez de suivre ce qui vous plaît, ce qui votre passion et ce à quoi vous êtes bon, ce que vous voulez faire du reste de votre vie. Suivez votre instinct. C'est ça que j'essaie de vous dire et faites attention à vous, simplement. On se voit très bientôt. À la prochaine. Au Bye bye. revoir.